pas mal de choses qui se passaient. Il y avait Planet Lab à l'époque, il y avait SpaceX qui commençait, qui était encore acceptable, qui semblait être une boîte sympa. On était quasiment la première startup New Space en France. C'est clair. Donc à l'époque on faisait du New Space et on s'est dit pourquoi pas essayer quoi. Ce qu'on appelle renseignement, on imagine toujours James Bond 007 et tout, mais en fait c'est beaucoup, et en particulier les images ça parle beaucoup, c'est que t'as plein de données et dans ces données des fois t'as un truc intéressant, mais dans la majorité du temps il n'y a pas autrement un truc intéressant. C'est là où il faut aller chercher des gens un peu de l'industrie parce que quand t'as fait du SaaS et du AWS toute ta vie et qu'il faut aller installer un truc dans un data center au fin fond du nord de Creil, c'est pas exactement le même boulot. Les volumes des budgets de défense sont assez faibles, donc le gros budget, on a vendu un petit peu en Asie, on a vendu un petit peu à des alliés de la France, la Grèce, des choses comme ça. Et ça fait des petits budgets. Le gros budget de défense en Europe, c'est la France. Bien sûr, ouais. Et un peu l'Allemagne. Et sinon, t'as les Anglais et t'as les Américains. Je sais pas, nous on est passé, comme toute start-up, pas loin de la faillite plusieurs fois. Je pense que si on avait fait faillite ou si on avait été en grosse difficulté, on aurait été racheté à la casse par un industriel. Bonjour à tous et bienvenue dans Pixel Perfect, le podcast 100% dédié à la computer vision. Je suis Pierre-Nicolas Tiffreau, CTO de Pixelia, une suite d'outils conçus pour faciliter la vie des ingénieurs en intelligence artificielle. De l'annotation au monitoring de modèles en production. Toutes les 2 semaines, je vous présente des entretiens exclusifs avec des figures clés de l'industrie pour discuter de leurs défis, de leurs succès et de la façon dont ils transforment le monde de la vision par ordinateur. Installez-vous confortablement, c'est parti. Salut Renaud, merci de me rejoindre aujourd'hui pour un épisode de Pixel Perfect. Comment ça va ? Perfect. Avec plaisir, excuse-moi, avec plaisir. Bonjour, ça va très bien. Et c'est cool de revenir ici, donc merci. Ouais, on te voit maintenant de moins en moins sur Paris, mais j'ai réussi à t'attraper pour cette interview. On va avoir une discussion super intéressante aujourd'hui parce que tu as eu vraiment une carrière assez longue malgré ton jeune âge finalement. On va avoir pas mal de points sur lesquels passer. Donc, pour que les gens se rendent compte, toi, tu es passé d'un PhD à un poste d'ingénieur en remote sensing et ensuite à monter ta boîte en IA. Est-ce que déjà, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, tu peux nous raconter comment se passe le switch entre salarié chez Airbus et finalement monter sa start-up avec un de ses collègues à Toulouse ? Alors, la start-up, j'ai monté donc avec mon beau-frère même. Donc, okay. Comment ça se passe ? C'était à Toulouse. On était dans un resto et on a mangé du canard, c'était à Toulouse quoi. Et lui il me dit qu'il veut monter une boîte et je lui parle des trucs autour de satellites et d'imagerie et de microsat, nanosat à l'époque. Et puis et du coup ça, autour d'un canard, il a trouvé ça assez cool. Plus sérieusement, moi, ma thèse et chez Airbus, j'ai pas mal bossé sur des missions scientifiques, pas que, mais un petit peu, des trucs pour aller, il y avait un peu des missions pour aller sur Mercure, des trucs pour aller sur Jupiter, etc. Et le spatial, il y a plein de trucs super cool, mais c'est quand même un peu du temps long, quoi. C'est des boîtes avec de l'inertie, etc. Et donc c'est vrai que moi, il y a eu un côté où à un moment, j'ai eu envie je sentais que j'avais envie d'un peu plus de rythme et que ma mission spatiale que j'ai fait en test qui va arriver en 2032, un truc comme ça autour de Jupiter, c'est hyper cool. Heureusement que t'es pas resté. Ouais, voilà, c'est hyper cool, mais je suis de nature impatient. Je me suis dit, c'est bien aussi de regarder autre part. Et puis, à l'époque, je voyais pas mal de choses qui se passaient. Il y avait Planet Lab à l'époque, il y avait SpaceX qui commençait, qui était pas encore dirigé par quelqu'un qui était encore acceptable, qui semblait être une boîte sympa, etc. Et je me suis dit, il y a une tendance, quoi. J'avais discuté avec les gens de Spire, avec Pierre-Damien Vaujour qui est chez Loft, je crois. Et on voyait des choses assez intéressantes qui se passaient. On disait, pourquoi pas monter dans le bain. Et surtout, il y avait très peu de start. On était quasiment la première startup New Space en France. C'est clair. Donc, à l'époque, on faisait du New Space.
Et on s'est dit, pourquoi pas essayer, quoi. Ok, et du coup, donc c'était avec ton frère? Beau-frère, Ton beau-frère, ouais. Et il était aussi chez Airbus ou lui il avait un poste Non, lui, il était dans le consulting avant et après il était chez Areva. Il faisait de l'industrie, toujours aimé l'industrie, la tech. Il aimait beaucoup ces trucs-là. Mais là, il était plutôt chez Areva dans un poste très business, de direction, stratégie, etc. Ok, et du coup, c'est quoi l'idée de base? Qu'est-ce que vous faites au tout début? C'est quoi le premier projet? Alors au début, on s'est dit qu'on allait rajouter de la donnée, donc c'est un peu bizarre maintenant, mais qu'on allait faire des nanosats. Enfin, on était un peu sur le truc Newsfairs, profiter de cette révolution du nanosat pour faire des données un peu autrement. Okay. Et là où il y a un peu du fil conducteur quand même, c'était partir sur des sujets d'alerte. C'est se dire en fait, on va voir le truc bout en bout, et ce qui intéresse les gens, c'est d'avoir des alertes sur des phénomènes particuliers qui se passent. Donc on va envoyer des nanosats, faire des capteurs infrarouges, on voulait faire détecter des fuites de pétrole ou des trucs comme ça. Et on va en mettre plein, on va avoir plein de revisites, et un peu comme tout le truc des nanosats. Et on va renvoyer des alertes en faisant du traitement automatique de ces données-là avec de l'IA, de la computer vision. Gros projet déjà. Voilà, donc on avait ça en tête. Assez vite, on s'est rendu compte qu'il y a déjà plein de données et qu'avant d'envoyer des nouveaux satellites, il fallait peut-être traiter les données qui existent. Et que c'était plus compliqué que ça en a l'air. Et que les gens qu'on avait vraiment... et que malgré ce que tout le monde disait à l'époque, et qu'on a vu d'ailleurs pas trop se réaliser, qui était de dire tout le monde veut utiliser de l'image satellite, ça va exploser, etc. Les utilisateurs principaux restent quand même la défense. Ça, c'est pas réalisé du coup. Et c'est vrai que c'est toujours un peu le cas. C'est qu'aujourd'hui, quand même, la défense reste principalement et de plus en plus l'utilisateur d'images satellites, et que pour le coup, ce qu'on a vu assez vite, c'est que la défense avait commandé des nouveaux programmes satellites qui s'appellent les CSO, et avec une augmentation massive de leur volume de données et des traitements qui étaient encore complètement manuels. Donc on a pris la partie traitement qu'on était en train de développer, on s'est focalisé sur du traitement satellite et pour de la défense. Ok. Et à l'époque, je me souviens, on vous connaissait sous le nom d'EarthCube. Ouais. Ensuite, donc c'est devenu Preligens. C'était juste du rebranding ou c'était un vrai pivot justement sur cette partie analyse, et avant, c'était un peu justement les prémices sur tout ce qu'il pouvait y avoir autour du New Space? Alors, c'était pour marquer le pivot, mais le pivot qu'on a fait était... c'est pas un vrai pivot dans le sens où il était très progressif. C'est-à-dire que au début, on voulait faire du nanosat, infrarouge, etc., organisé plutôt orienté à l'industrie. Puis après, on a vu qu'il y avait la défense pour être intéressée. Puis après... Donc, en fait, il y a un pivot progressif qui s'est fait au moment de la levée de fonds aussi, où on a vu que la story quand même marchait vachement mieux qu'on était focalisé défense. Et donc, Preligens, c'était pour acter ce pivot progressif, de dire, OK, EarthCube, c'était une boîte New Space qui faisait du nanosat. Preligens, c'est une boîte d'IA pour la défense, quoi. Et c'était aussi sortir du côté pur spatial, puisque assez vite, quand on a fait de l'IA pour des images satellites, on a vu que c'était intéressant pour d'autres trucs, qui pouvaient être des images ou même d'autres types de signaux. Et donc, ancrer en fait c'est plus qu'un pivot, cette évolution d'une boîte New Space à une boîte de défense, d'IA de défense, quoi. Ok. Et du coup, donc tu dis c'était pour au moment de votre levée de fonds un petit peu dans le storytelling. Vous aviez déjà levé des fonds avant ou c'était vraiment votre première Alors levée? Le changement de nom, il a été à la deuxième levée de fonds, je crois. Et donc la première levée de fonds, on avait encore l'idée de lancer des satellites, mais on avait on avait encore l'idée de faire pas que de la défense, mais on avait un peu mis de côté le côté lancer les satellites. C'était plus faire du traitement de données à l'échelle pour à la fois des industries et de la défense. Et après la deuxième levée de fonds, là, c'était vraiment IA défense et pas que satellite d'ailleurs. Et c'est là où on a fait le changement de nom. Ok. Quand tu dis vous traitiez pas du coup que des images satellites, il y avait d'autres modalités. Tu peux nous dire un petit peu, juste pour qu'on mappe justement, quels sont les grands types de données qui peuvent être importants ou représentés dans ce domaine-là? Alors dans ce qu'on peut dire, s'il y a des projets, ça dépend de type de projet, mais dans ce qui est public aujourd'hui, si on regarde, on a commencé par de l'imagerie satellite optique, donc haute résolution. Donc pour ceux qui connaissent pas l'imagerie satellite, c'est vous regardez Google Maps, c'est pareil, c'est des images satellites haute résolution, donc c'est traiter ce genre d'images-là, qui viennent de fournisseurs commerciaux d'ailleurs que de fournisseurs propriétaires, donc les satellites, on va dire les satellites espions de la France.
Après, donc, on a fait de la vidéo, il y a eu des articles dessus. Donc traiter de la vidéo de drone. Ensuite, on s'est mis aussi de l'imagerie satellite radar. Donc là, je sais qu'il y a un truc qui est sorti il y a pas longtemps là. Ce qui est plus proche de ce que tu faisais du coup en thèse ou chez Airbus, parce que c'est tout ce qui est SAR, etc. Ouais, alors moi, j'avais pas fait. Moi, j'avais fait de l'électromagnétique, mais pas de l'imagerie radar. L'imagerie radar, c'est proche de rien. C'est le truc, c'est vraiment un machin. Et donc où l'IA est hyper intéressante parce que c'est des images très très dur à regarder, très très compliqué, où si en fonction de l'angle, en fonction de la réflexion, en fonction des machins, t'as des trucs qui ressemblent. Et des fois, t'as l'impression que c'est vraiment de la magie noire, quoi. Et donc l'IA là-dessus est vraiment super intéressante. Donc ça, c'est des trucs qu'on avait lancés il y a, je crois, en 2023. Et j'ai vu encore, maintenant, je suis plus dans la boîte, mais j'ai vu des trucs passer là récemment sur des partenariats avec ICEYE qui se concrétisent. Et c'est super intéressant. Et ce qui avait été aussi communiqué par le ministère des Armées, mais sur lequel on communique pas trop quand même, on avait fait aussi travailler un peu sur des données acoustiques. Ok. Donc sous-marines, etc. Et quand vous essayez de traiter là, un peu ces nouvelles modalités, donc par exemple de l'imagerie, des images satellites radar, on dit quoi, de l'imagerie radar du coup. Ouais. C'est vous qui amenez le use case de se dire ok, aujourd'hui personne ne regarde ces datas, mais on arrive à les capter, du coup ça peut valoir le coup de faire des analyses dessus, ou est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui, leur spécialité c'est des experts qui arrivent à regarder et à faire du sens avec ces données pour fournir des analyses, ou est-ce que vous êtes arrivé avec un nouveau cas d'usage sur des nouvelles données que personne n'avait exploitées avant? Alors nous souvent ce qu'on apportait, et puis je pense qu'on apporte toujours, c'est un peu la capacité technique et se dire, et une capacité métier bien entendu, mais parce qu'on a des gens de métier, c'est se dire regardez, nous on sait que ces données existent, on sait qu'elles sont sous-exploitées, et regardez ce qu'on peut faire avec l'IA. Okay. Et après on va voir les utilisateurs. Alors pour ça on communique déjà avec les utilisateurs, puis les anciens utilisateurs chez nous, mais on communique quand même et on vient les voir avec des choses un petit peu plus évoluées que juste on sait faire de l'IA, donner de nouveaux données. Ouais, il faut montrer déjà ce que tu peux faire, quoi. Mais après je parle un peu au passé, un peu au présent, mais il y a beaucoup d'interactions avec les utilisateurs parce que de par leur métier, qui est quand même assez sensible, que ce soit dans le renseignement, mais même dans tous les sujets de la défense, c'est quand même même si tu as des anciens, ça reste un peu sensible. Et puis, tu as aussi des évolutions continues, des pratiques, etc. Et tu as aussi beaucoup d'adoption dans le sens où, en général, déjà, ils n'ont jamais utilisé l'IA, donc ils ne savent pas comment faire. Donc, tu viens avec des idées, mais ils ont aussi leurs idées à eux, et puis il y a de l'échange. Et donc, en fait, il y a quand même beaucoup d'interactions. Par contre, on a aussi des sollicitations, le ministère qui est venu nous dire, est-ce que ça vous savez faire. Okay. C'est aussi arrivé, mais c'est vrai que c'est quand même une relation d'échange assez forte, que ce soit d'abord avec les clients français qu'on avait, puis après quand on était à l'export, etc., où tu co-construis le truc, quoi. C'est autant du produit finalement que un peu du programme. Même si ça implique de très bien connaître déjà le domaine. Voilà. Enfin, si tu n'as pas bossé dans l'aérospace ou dans la défense, tu ne vas pas savoir que ces données elles existent, qu'il y a des problèmes avec, et que, tu vois, il y a un peu, vous devez être innovant, mais en même temps, vous n'avez pas accès à cette data tant que vous ne travaillez pas avec les clients. Donc, j'imagine que c'est une relation qui se construit aussi au fur et à mesure, quoi. Ouais, et puis même les cas d'usage, quoi. C'est-à-dire, y a des données radar, des données optiques, comment ils utilisent les deux, comment c'est compatible. Comment c'est complémentaire, est-ce qu'il y a des trucs à faire ensemble, est-ce que c'est juste il y a des fois simplement des trucs d'usage, il y en a, ils utilisent tel type de données parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser celle-là, c'est comme ça qu'ils fonctionnent depuis des années, mais ils savent pas qu'il y a d'autres données qui font des trucs complémentaires, etc. Et donc c'est à l'inverse, des fois tu vois comment ils utilisent les trucs et tu fais putain, ça on n'imaginait pas que vous utilisiez ça comme ça, etc. Donc c'est un domaine assez particulier où on a beaucoup construit les produits et où tu avais des produits quand même s'ils étaient standards, le déploiement et l'adoption chez chaque nouveau client était quand même une tâche assez importante, quoi. Il y avait toujours un petit peu de fine tuning, un petit peu de customisation pour chaque client parce que c'est assez lourd, quoi, comme manière de fonctionner. Et dans la limite de ce que tu as le droit de nous raconter, mais donc, qu'est-ce que vous faisiez vraiment chez Preligens ? Qu'est-ce que vous vendiez à vos clients ? Qu'est-ce que vous faisiez pour eux ? Jusqu'où vous êtes ? Parce que donc, pour ceux qui connaissent l'entreprise, donc on sait que vous faisiez de l'IA et de la computer vision, mais donc, même pas qu'avec des données images, mais donc pour la défense. Mais c'est dur de savoir jusqu'où vous allez derrière dans aussi les opérations potentiellement ou autre chose. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ?
Alors, nous, notre grande spécialité, quand même, c'était le renseignement dans le sens d'analyser plein de données et en sortir un truc intéressant. Et ce qu'on essayait de faire, justement, ce qu'on prend assez général, puis après je vais zoomer, donner des exemples, c'était qu'en fait, ce qu'on appelle renseignement, on imagine toujours James Bond 007 et tout, mais en fait, c'est beaucoup, et en particulier les images, ça parle beaucoup, c'est que tu as plein de données, et dans ces données, des fois, tu as un truc intéressant, mais dans la majorité du temps, il n'y a pas complètement un truc intéressant. Et donc, quand tu prends une image, les images satellites, c'est assez gros, quoi. Tu prends une image de tout, par exemple, de tout Paris, ou d'une base militaire, ou un truc comme ça, un théâtre d'opération. Et si tu prends des données en permanence, plusieurs fois par semaine, ou des fois même plusieurs fois par jour, avec certains... en fait, en général, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Et des fois, il se passe des trucs intéressants. Et souvent, les trucs qui se passent intéressants, c'est des trucs humains, donc c'est pas très gros, quoi. Faut savoir regarder, quoi. Voilà, c'est un avion qui a changé, un bateau qui a changé de place, un tank qui s'est baladé. Donc, il faut savoir regarder, puis ça prend du temps, parce que il faut être très méthodique. Tu peux pas juste te dire j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a changé là. C'est que tu es obligé de regarder, qu'on parle d'image satellite, de manière très méthodique, par exemple compter tous les bateaux, tous les avions, regarder qu'ils sont à la même place, donc ça prend énormément de temps. Et donc ça, c'est des trucs qu'on faisait, où on faisait une couche où on allait détecter les objets. Donc sur des images satellites, tu vas détecter les signaux qui t'intéressent, donc je sais pas, les avions, les bateaux, les tanks, les machins. Tu les détectes, tu dis ça c'est un avion de telle taille, tel type, ça c'est un bateau de tel type, etc. Et après, tu essayes de faire du temporel, dans le sens, donc tu les détectes avec des algos de détection d'IA. Au début, c'était des ResNet, des UNet, après c'est devenu des transformers, des choses comme ça. Et après, tu essayes de mettre ça en contexte. Et donc ça, qui a beaucoup de valeur, mais qui est aussi beaucoup plus compliqué avec l'IA, c'est de se dire, ok, il y avait 5 avions, maintenant il y en a 7, est-ce que j'envoie une alerte, et comment je le présente à l'utilisateur, est-ce que c'est des courbes? Donc il y avait ces deux couches qu'on essayait de mettre en valeur. Et essayer de contextualiser en fait l'information. Donc le but c'est réduire un peu de la charge cognitive et synthétiser de l'info, quoi. C'est tu vas gagner du temps aussi de malade. Ouais, gagner du temps, voilà, c'est ça, gagner du temps et se focaliser sur les trucs intéressants. C'est-à-dire que quand tu es analyste image ou analyste de données, tu es spécialiste dans l'image, mais on va dire, compter des avions sur des images satellites, c'est pas très compliqué à faire. Après, si tu es un peu mordu d'aviation et que tu connais un peu les modèles, tu peux même aller compter les modèles, etc. Ce qui est intéressant, là où il y a vraiment du savoir-faire, c'est tout ce qui va derrière. C'est de se dire, en fait, cet avion, il est là, je sais que cette zone-là, c'est la zone de stockage, je sais qu'il y a quelques mois, cette zone-là a été frappée par l'adversaire de la base que je vois, donc là, si ce truc-là est là, ça veut dire que tel endroit qui a été frappé a été reconstruit. Enfin, tu vois, tout ça... ça, c'est de l'expertise. Voilà, c'est le savoir-faire des analystes images et des autres analystes. C'est là où vraiment l'humain, il a une vraie valeur ajoutée, quoi. Et donc, en fait, quand tu leur dégages du temps sur des trucs un petit peu fastidieux, tu leur laisses plus de temps pour faire mieux leur travail et vraiment faire des trucs, on va dire, faire de l'intelligence humaine, quoi. Et ça, c'était vachement important parce que comme pour nous dans la vie de tous les jours, si tu as une surcharge cognitive trop importante, tu vas avoir du mal à synthétiser et tu vas perdre beaucoup de temps sur des choses à peu de valeur ajoutée. C'est un peu comme quand tu as 400 mails, en fait, tu traites moins bien tes 400 mails que quand tu en as 20, quoi. Bien sûr. Puis tu peux bâcler certaines parties ou même passer à côté d'infos cruciales, quoi. Voilà. Donc, tandis que si ton IA elle te dit, en fait, dans tes 400 mails, tu en as 2 qui sont hyper intéressants, tu en as 3 qui sont moyennement intéressants, puis tu en as 12 où ça vaut le coup que tu les lises. Tu vas mettre sur les 3 qui sont intéressants, tu vas lire, tu vas répondre important, tu vas apporter, et les autres, tu peux t'automatises, quoi. Et donc c'est ça. Et donc c'est vraiment donner de la valeur à l'analyse humaine. Et ça, dans la défense, c'est vachement important parce que surtout il y a de plus en plus de capteurs, de plus en plus de sources, quoi. C'est pas prêt de s'améliorer. Et pour qu'on se rende compte un peu de l'échelle appelons ça du problème, tu as une idée de combien il y a d'analystes images aujourd'hui en France? Je sais plus, on avait le chiffre, on le disait, mais là mais c'est quelques centaines, tu vois, genre je pense. Ce qui est rien. Comme ça, c'est quand on imagine à l'échelle du monde, donc c'est toute la carte du monde qui peut être actualisée potentiellement plusieurs fois par jour. Alors après, tu cibles des théâtres d'opération, des choses intéressantes, mais c'est une quantité d'infos incroyable à regarder pour très peu de personnes, en fait. Ouais.
Je sais plus combien il y avait le chiffre. On va dire, on doit pouvoir retrouver des chiffres. Il était marketing celui-là en plus. Voilà, mais c'est vrai que par rapport au volume de données, c'est pas assez. Et en fait, le volume de données augmente, mais tu peux pas scaler. C'est-à-dire que le volume de données, rien qu'en satellite, a été multiplié par plusieurs ordres de grandeur, quoi que ce soit. Même dans les satellites Airbus, ils vendent des images à la défense, et les satellites Airbus récents, ils prennent 10, 15, 50 fois plus d'images que les satellites et en plus, il y a 20 ans. Bien mieux résolus. Et bien mieux résolus, avec plus d'informations dedans. Donc tu as ça, tu as les satellites espions propriétaires, plus éventuellement les partenaires qui peuvent t'envoyer des infos et tout. Donc en fait, voilà quoi. Il aurait fallu scaler les agences par 50 ou 100 pour retenir le nombre de vols. Et former les experts. Et il y a une limite humaine en fait à ce qu'on peut être capable de déployer dans un temps court. Donc, quoi. Il faut de l'automatisation parce que sinon ils peuvent plus travailler correctement. Quoi. Et comment ça se fait qu'à ce moment-là, vous vendez pourquoi plutôt est-ce que la défense va acheter du Pre-Legence plutôt que de faire un programme d'IA en interne parce que c'est quand même un asset qui est du coup important, et puis surtout même pour le pays, quoi. Donc on pourrait se demander finalement, ils font bien de la R&D à la DGA ou. Alors à l'époque, on parle de. Après, c'était il y a un petit moment quand même. Vous arriviez avec une expertise qui était vraiment. On parle de pré-2020, hein. C'était avant 2020, c'était avant le Covid qu'on a bien commencé. Maintenant, il y a la MIAD, l'agence de ministère de l'IA de Défense, et je crois qu'ils font des trucs assez cool. Et justement, le but, c'est d'être en partenariat avec l'industriel, c'est pas remplacer, etc. Mais à l'époque, on apporte un truc qu'ils savent pas faire. Et c'est le premier, en fait, on est rentré par la porte de la direction du renseignement militaire, qui a fait un espèce d'appel à projet. Alors, c'est pas un hackathon, c'est un challenge, ils appelaient ça, qui a été porté à l'époque, je sais plus, qui a été porté à l'époque par un général qui voyait le problème arriver et qui a dit, nous, on sait pas faire en interne, on n'arrive pas au ministère à faire en interne, qui sait faire quoi pour nous? Et donc, ils ont lancé un appel très très large aux industriels, aux startups, aux labos même, et avec plusieurs consortiums qui se sont faits. Et nous, on a gagné ce challenge avec Thales, et c'est là que on a gagné, c'est là où on a eu les meilleurs algos, et c'est là où on a montré la puissance de l'IA, et on est rentré par là. Après, on a eu un contrat très rapidement avec l'OTAN aussi. Ok, donc votre histoire avec la défense, elle commence vraiment à ce moment-là. Genre sinon, tu penses que sinon vous rentriez pas ou vous aurez mis... on aurait mis énormément de temps. On est rentré, on a eu d'abord un Rapid, qui est un projet de recherche. Je crois qu'on l'a eu avant le projet avec la DRM. Okay. Ça, c'est un projet assez... on va dire assez classique où la défense via la DGA va financer soit seule, soit avec d'autres organismes de recherche des sujets d'intérêt pour la défense, qui peuvent être différents sujets. Mais par contre, avoir un vrai contrat, c'est hyper long, hyper compliqué. Surtout à l'époque, c'est un peu plus simple maintenant, même ça, c'est très très dur. À l'époque, ils ne savaient pas faire, quoi. Et d'ailleurs, entre le moment où on a gagné le challenge et le moment où on a vraiment contractualisé, il y a eu beaucoup de problèmes parce qu'ils ne savaient pas faire, donc on est passé avec Thales. Enfin, il y a eu plein de trucs juridico-administratifs. Et c'était des fois assez marrant, des fois un peu frustrant. Mais, oui, parce que t'es une start-up encore à ce moment-là. T'es quand même une start-up et t'as pas de thunes. Faut survivre. Mais c'est par là qu'on est rentré, par la DRM, par aussi la vision qu'ils ont eue. Quand même des gens assez visionnaires là-bas qui se sont dit faut qu'on ouvre nos portes. Parce que maintenant, ils font un peu de trucs, ils font même de la com sur LinkedIn et tout. Mais à l'époque, la DRM, c'est la direction du renseignement militaire, quoi. Y a plein de gens qui n'ont jamais entendu parler de ce truc. C'est clair. Et à l'époque, encore plus, c'était quand même vraiment... quand on est venu la première fois là-bas, tu voyais qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir des petits jeunes qui débarquent avec PC, avec leur PC, leur téléphone. Enfin, tu vois, tu laisses ton PC, tu laisses ton téléphone. Donc c'est vraiment, c'est par définition, c'est direction du renseignement militaire. Par définition, c'est pas un truc ouvert. Et donc ils ont eu cette vision. Et je dirais pas le nom parce que je suis pas sûr, mais je me souviens plus quel général, mais je crois ça, mais je veux pas dire de bêtises, mais vraiment qu'il y a eu cette vision de dire on va ouvrir parce que là on n'arrive pas. Pourtant ils ont une direction technique, ils ont des choses. Évidemment. Mais on était bloqué. Et ce qui est super smart. Ouais, et c'est super intelligent. Et d'ailleurs maintenant on a travaillé avec leurs équipes, etc. Et ils ont des ingénieries chez eux et tout. Mais c'est vrai que tu as un côté en start-up où tu peux aller vite sur des nouvelles technologies parce que tu repars de zéro que des gros industriels ou même en interne ils savent pas faire, quoi. Bah ouais, j'imagine. Ouais. Et du coup, vous avez dû un peu, une fois que vous aviez acté que de toute façon, voilà, vous alliez faire de la défense, etc. Donc, entre les petits jeunes avec leur PC, leur portable, et ensuite ce à quoi vous êtes arrivé, vous avez dû un peu muter, quoi, pour arriver aussi à vous adapter, vous aussi, à ces organisations. Comment vous avez un peu craqué ce monde-là? Parce qu'on a vu après les jeunes s'évoluer aussi avec que ce soit vos VP, les différents dirigeants qui sont arrivés.
Comment vous avez réussi, vous, après, en plus en tant que fondateur, avec un peu moins d'expérience, à naviguer ce monde-là ? Alors, en plus, on n'avait pas trop d'expérience de la défense avant. Nous, tous les deux, on avait l'expérience de l'industrie, mais pas de la défense. Pendant un bout de temps, on essayait de faire les deux. De la défense, on voulait faire, par exemple, des outils pour des acteurs économiques, en particulier des banques ou du training, etc., pour gestion de ressources, gestion de flux logistiques. Et à un moment, on s'est dit, c'est impossible de faire les deux, quoi. Le matin à Ballard et l'après-midi dans une salle de trading à la BNP, la Société Générale, pour le coup, c'était époque. C'est impossible, tu peux pas. Enfin, en tout cas, nous, on n'y arrivait pas. Donc, à un moment, on s'est dit, on fait que de la défense et on verra pour réouvrir à vrai. Et on a essayé de réouvrir plusieurs fois après. Et je pense que avec le rachat, on va pouvoir enfin vraiment faire du dual, mais on n'a jamais vraiment réussi à faire sinon du civil. Mais le rachat va permettre, via les synergies du groupe avec Safran, de faire pas mal de choses différentes. Mais je pense qu'en tant que startup, il faut que tu sois quand même focus. Et le marché de la défense est très difficile. Et donc, si t'es pas focus, tu n'y arrives pas. Et comment on sait ? On a pris les codes, Au début aussi, les gens étaient contents de voir des petits jeunes. T'avais le côté, je pense que tu connais ça, t'as le côté au début où t'es la start-up, t'as plusieurs phases dans la start-up. Au début, t'es la start-up, et donc tout le monde trouve ça cool de bosser avec des start-up. Donc ça, tout le monde t'aime en général à ce moment-là, on fait des hackathons, des machins. Après, t'es la start-up, tu commences à demander de l'argent, donc là, c'est moins cool. Donc quand tu commences à demander de l'argent, les gens, ils t'aiment moins. Ils commencent à comprendre que tu peux être une start-up, mais tu es une boîte normale, faut payer tes salariés, faut payer tes bureaux, faut payer tes machins. Donc là, voilà. Mais tu t'adaptes. On a eu quand même des interlocuteurs, mon associé, puis après, avec le partenariat de François, donc Arnaud, mon associé, puis François, qui est rentré après, commercialement était quand même très résilient et ont eu l'intelligence d'aller vraiment, parce que moi j'étais CTO, donc je voyais moins ça, j'étais moins là-dedans, mais d'aller vraiment chercher les bonnes personnes, de trouver les gens. On était, je pense, au bon moment, on a trouvé les bonnes personnes pour nous soutenir et qui ont eu cette vision un peu comme ce qu'ils ont fait à la DRM, des gens qui avaient la vision à la DGA, au ministère, donc dans tous les organismes, que ce soit dans les armées, la DGA, les ministères, d'avoir la vision de nous soutenir. Et après, on a commencé, et comme on dit, quand on évoluait, puis après, on a fait rentrer de plus en plus de gens qui étaient plutôt du milieu défense et pas des startups. En particulier, Grégoire de Saint-Quentin, qui était un ancien commandant des opérations spéciales, puis un ancien grand général de l'armée, qui est venu aussi nous aider, qui a à la fois une vision startup, parce que les forces spéciales, c'est startup de l'armée, mais qui connaît bien comment ça fonctionne et qui nous a beaucoup aidé pour être innovant dans la défense, arriver à être innovant dans la défense, arriver à pousser les idées, arriver à pas non plus mettre trop le bazar entre guillemets. Donc là, il nous a bien aidé, et puis voilà, tu t'adaptes aux gens que tu vois, de la résilience, de l'adaptation, et puis du travail, quoi. Et puis au fur et à mesure, c'est vrai qu'on a fait rentrer de plus en plus de gens qui venaient. Nos sales, ils venaient plus de chez Thales que de chez, je sais pas, Conto ou Alan, tu vois, genre des choses comme ça. Donc, au plus en plus, on a fait rentrer des gens qui venaient de l'industrie. C'était pas non plus complètement nouveau pour nous, parce qu'on venait tous les deux de l'industrie, tu vois. Moi, je venais d'Airbus, puis mon associé venait d'Areva. Donc, Thales, les gens qui viennent de chez Thales ou les gens qui viennent de chez Safran, c'est pas non plus extraterrestre pour nous. Il y a un fit culturel quand même un peu naturel, quoi. Après, là, c'est la partie commerciale, c'est pas forcément les ingés. Enfin, vous avez peut-être recruté les ingés de chez Thales. Les ingés, les ingés, c'était marrant parce qu'il a fallu faire un peu les deux. Tu vois, et en partie dans le côté de déploiement, industrialisation, c'est là où il faut aller chercher les gens un peu de l'industrie, parce que quand t'as fait du SaaS et du AWS toute ta vie et qu'il faut aller installer un truc dans un data center au fin fond du nord de Creil, c'est pas exactement le même boulot. Donc là, tu vas prendre plutôt des gens qui viennent de l'industrie. Par contre, à l'inverse, pour quand même faire des logiciels un peu modernes, faire de l'IA, etc., du produit, là, on a été chercher aussi pas mal de gens de start-up, et justement qu'on voulait ne pas venir de la défense des fois pour avoir des idées. Donc on a fait des mixtes, quoi. Arriver à mettre ensemble des gens qui venaient de la défense, des gens qui viennent de l'industrie et des gens qui venaient du monde de start-up ou de la tech, quoi. Mais du coup, ce que je comprends qui est cool, c'est quand même ce grand général des armées, donc, que vous avez fait rentrer au début. Vous n'avez pas eu non plus à le former sur justement la start-up et ce que vous vouliez faire. C'est lui, en fait, il arrive aussi déterminé, il était déjà dans ce monde-là, mais quand même côté défense. Donc en fait, il a pu être opérationnel quand même. Il vous a beaucoup apporté. Il était très opérationnel. Après, il y a quand même, lui était général 5 étoiles et tout. Donc, décalage quand même. Mais il est venu, enfin, quand je dis, lui était force spéciale, et les forces spéciales, c'est vraiment les gens quand même, c'est les startups de l'armée, dans le sens, c'est des gens qui sont très innovants et très hackers, quoi, presque dans un peu. Et donc il est venu avec cet esprit là, mais c'est vrai que par contre t'as une culture qui est marrante, c'est-à-dire que
différentes. Et tout le monde le tutoyait, alors que avant, vous voyez, vous êtes le salut, enfin tu vois, des choses comme ça. Et donc c'est marrant. Et donc les anciens militaires continuaient d'ailleurs à le vouvoyer après 5 ans. Mais non, lui, il est génial. Donc c'est Grégoire de Saint-Quentin. Il est venu aussi en sachant qu'il faudrait qu'il change certaines habitudes. Et il venait pour ça. Mais il venait pour ça. Et sinon, il a été porteur du truc. Voilà, t'as pas eu toi à le dire. Évidemment. Il est venu nous chercher autant qu'on est venu chercher. Quoi. C'est-à-dire que s'il avait voulu une boîte plus classique, il aurait pu aller chez Thales, chez n'importe qui. Clairement. C'est lui qui a choisi d'aller dans une petite boîte, on est 15 ou 20 ou je sais plus 30 à l'époque, quoi. Donc c'était son choix. Ouais, donc il y a quand même une grosse importance de certains recrutements un peu clés pour au moins lancer cette machine, parce que j'imagine que c'est plus facile de recruter un peu des gens qui étaient dans l'armée avant, quand tu as déjà Grégoire par exemple qui est là et où tu vois que ça roule et que lui il a une bonne expérience et il peut coopter quoi finalement. Ouais, c'est ça. Et après, alors nous, on a eu l'avantage à l'époque d'être quand même... à l'époque, on était quand même une des rares vraies boîtes d'IA, en tout cas à Paris, quoi. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de boîtes d'IA. On peut le dire. En France, il n'y avait déjà pas beaucoup de boîtes d'IA. Il y en avait quelques-unes, mais pas énormément. En plus, on marchait bien, on a grossi assez vite, donc on a pu recruter pas mal. Et on était la seule, franchement, en Europe, voire en Europe, aux États-Unis, il y avait quand même quelques-unes. On était la seule en Europe à faire de la défense, de l'IA, de la défense et start-up, tu vois. Et donc, en fait, ça nous permettait quand même d'avoir une facilité de recrutement jusqu'à, on va dire, 2022-2023, où c'est devenu un peu plus difficile, parce que tout simplement, il y a un peu plus de concurrence, un peu plus de gens, on avait déjà grossi, donc tout ça et tout. Donc, voilà, mais jusqu'à, on va dire, 2022-2023, le recrutement était quand même très très facile. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, surtout en start-up, c'est pas forcément évident. Alors je dis en IA, et même quand on voulait reprendre des anciens de la défense, en logiciel, on avait quand même beaucoup de concurrence, il y avait beaucoup de grosses startups. Bien sûr, voilà. Mais c'est vrai qu'on a eu, tu vois, c'était... Enfin, si tu veux faire de l'IA, et si tu veux faire de la computer vision, et si tu veux faire de la défense, il n'y avait pas énormément de boîtes, quoi. Donc, voilà. C'est clair. Et justement, quand tu fais des produits d'IA pour la défense, j'imagine qu'il n'y a pas trop de good enough quoi, en termes de performance. Tu dois quand même aller chercher des niveaux de précision qui sont justement différents de ceux même de l'industrie, quoi, finalement. C'est quoi un peu les standards et qu'est-ce que ça change pour toi par rapport justement quand vous essayez de faire un produit un peu dual ou même par rapport à d'autres expériences en IA? Alors, pour le coup, que ce soit dans l'industrie que dans la défense... moi, j'ai pas eu beaucoup de cas d'usage de l'IA où le good enough, ça marche pas mal et les gens sont prêts à payer pour. Surtout que l'IA, ça coûte cher. Donc, en fait, tu demandes aux gens de payer cher. Donc, en fait, ils veulent un truc qui déboîte. Donc, OK, pour nous, utiliser du chat GPT, des machins comme ça, quand on synthétise nos mails ou des trucs comme ça, peut-être. Mais c'est vrai que j'ai toujours vu beaucoup de cas d'usage dans le médical. Je discutais pas mal avec les gens de Glimmer. Par exemple, 22, t'en as parlé, William, je le connais un peu. Tout le monde veut des trucs qui marchent super bien, quoi. Et vous, ça doit être pareil. Hein. Mais évidemment, mais en fait, et donc, on veut tous des trucs qui marchent super bien, mais là, on peut imaginer qu'il y a une criticité qui est presque, qui peut être une question de vie ou de mort dans certains cas. Enfin, en tout cas, si on prend la défense en général, donc c'est un peu le. Donc c'est vrai que t'es toujours à des niveaux de perfo au-delà de 95%, au-delà de des choses comme ça, si ça veut dire quelque chose les pourcentages. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, même s'ils n'aiment pas qu'on le dise, les humains se trompent aussi. C'est vrai. Donc, côté, il faut que ton logiciel soit très bon, il faut que ce que tu fasses soit très bon. Mais c'est 100%, ça n'existe pas, mais l'humain n'est pas à 100%. Donc, tu as un côté où techniquement, tu dois être super bon, donc plus, je sais pas, 95, enfin, les taux de performance, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais il y a un côté aussi où, en fait, il y a pas mal de travail d'éducation et d'adoption et de travail avec le client, comme on dit au début, où en fait, tu peux aussi, sans être à 97-98%, c'était à 85 ou 90%, souvent ça ne sert pas à grand-chose. Mais quand tu commences à dépasser 90, 80, avoir des taux de détection, par exemple, assez élevés, tu peux des fois ne pas suffire dans certains cas, mais en fait, si tu réfléchis au truc différemment, si tu changes un peu la manière de fonctionner, ça peut être utile. Par exemple, on peut dire, ah ouais, mais là, en fait, j'ai envie de détecter ce truc-là à 100%. Et tu dis, ah ouais, mais à 100%, ce machin-là, ok, c'est quand même compliqué, tout ça et tout. Par contre, est-ce que si je t'enlève des trucs qui ressemblent, et là où je peux être assez sûr que ces trucs-là, c'est pas ce que tu cherches, ça va t'aider, et là, oui, tu vois.
par exemple, tu vas avoir des trucs comme ça, tu vois, genre te dire, en fait, ok, je sais pas détecter ton truc à 100%, par contre, je sais t'enlever des trucs qui te feraient perdre du temps ou que tu irais regarder autrement, et là, je suis sûr que c'est pas ça. Et là, c'est le produit qu'il y a autour de l'IA. En fait, tu sors de l'algo, c'est vraiment, tu construis une solution complète. Voilà, et tout ça, c'est le produit que tu mets autour de l'IA, c'est comment tu l'interfaces avec ta solution, c'est avec comment tu discutes avec les clients, etc. Et donc, et tout ça, c'est la co-construction des produits et qui est vachement importante, quoi. Ok. Ouais. Donc en fait, c'est pas si différent, effectivement, d'histoires que j'ai pu entendre dans l'industrie, et même très similaire. C'est que oui, de toute façon, l'humain fait des erreurs. L'objectif, c'est de faire un peu mieux, ou en tout cas de proposer un produit où tu vas gruger, mais l'expérience au global va faire gagner du temps avec un niveau plus que satisfaisant, où tu vas approcher des pourcentages très élevés de précision, quoi. Et de la façon dont tu le présentes a au moins autant d'importance que le taux de l'UX. Est-ce que les trucs où t'es pas sûr, tu les présentes en disant ça, je suis pas sûr, tu peux regarder, enfin tu vois, comme des trucs que t'as sûrement déjà entendu parler, mais c'est vachement important. Et puis le cas d'usage est important, quoi. C'est-à-dire que te tromper on avait des cas d'usage, par exemple, de suivi de véhicules, où là, t'as des centaines de milliers de véhicules, et l'important de savoir, c'est si t'en as 10% en plus ou 10% en moins. C'est pas pareil que si tu vas compter 3 chars, et là, s'il y en a 3 ou 4, c'est différent. Voilà. Donc, tu vois, ce genre de cas d'usage, et de là, comment tu travailles avec les clients, à framer le cas d'usage est vachement important. Et c'est l'importance du produit en IA qui est super dur. Et du coup, les personnes au produit chez vous, c'était justement des gens qui venaient de l'armée et qui avaient bien en tête justement ce genre parce que qui design ce genre de solution avec en tête, parce que là on prend la différence entre 1 million de véhicules ou 3 chars, donc n'importe qui peut le faire, mais j'imagine que des fois c'est un peu plus fin, donc du coup tu peux pas toujours attendre de tes clients non plus qu'ils te donnent tous les retours, faut arriver quand même à designer tout seul. Alors on avait des anciens, pas mal d'anciens chez nous qu'on appelait des experts ou qu'on dit différents noms dans différentes évolutions, des anciens de la défense, et qui travaillent avec le produit, qui n'étaient pas directement au produit, parce que le produit, il y a aussi un côté piloter les devs, qui est quand même un peu de marketing, qui est quand même un autre métier. Et du coup, le travail entre tous ces gens-là, mais on avait des anciens qui travaillaient sur le produit. Et c'est pas toujours facile, parce que le produit, déjà, on en parle un peu, c'est difficile. Le produit en IA, c'est très difficile. Travailler avec des gens qui viennent de métiers différents, de cultures différentes. Donc il y a eu des fois où ça a bien marché, des fois où ça a moins bien marché. Globalement, au content, on est quand même vachement content de ce que ça a sorti, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où on a échoué sur certains trucs, etc. Quoi. On n'arrivait pas, où on a fait des produits qui n'étaient pas pertinents, etc. Je pense qu'on pourrait parler des heures juste sur ce sujet-là et voir un peu justement tout ce que vous avez essayé. Enfin, vous aviez une configuration, je trouve, un peu unique et c'est super intéressant, mais on pourrait passer vraiment des heures juste là-dessus, quoi. Si on prend d'un point de vue un peu plus techno, étant donné l'échelle à laquelle vous deviez déployer vos solutions ou les use cases, est-ce qu'il y a eu des choses un peu spécifiques que vous avez dû tacler justement que d'autres a priori n'ont pas à faire, ou est-ce que justement derrière en termes de que ce soit déploiement de la solution, que ce soit d'un point de vue même hardware, software, peu importe, est-ce qu'il y avait des choses qui étaient un peu différentes de ce qui se fait dans d'autres domaines ? Ouais, surtout à l'époque. Alors maintenant, peut-être c'est moins différent, mais il y avait pas mal de choses qui étaient quand même... on a été un petit peu unique. Déjà, sur le contexte de déploiement, tout est on-prem. Donc, en fait, tu pouvais pas utiliser de solution cloud. Et donc ça, c'est quand même sur l'IA, déployer de l'IA on-prem, c'est quand même pas facile. Et c'était encore moins facile à l'époque, il y a 5 ans. Du coup, quand on dit l'IA on-prem, c'est ton logiciel plus potentiellement ton hardware, tes GPU, stockage, tout, machine, quoi. Même je sais même plus comment ça s'appelle, ça fait trop longtemps, mais le S3, quoi. Enfin, tu vois, le stockage, quoi. Enfin, ton object storage. Voilà, l'object storage. Enfin, du coup, des fois, toute l'infra. Donc, vraiment, il y a eu ça, c'était assez compliqué. On était amené aussi à l'époque à récupérer beaucoup de données assez vite, donc avec des pipelines d'annotation. On a parlé avec différents sujets d'annotation. On a beaucoup d'annotation assez vite parce qu'on allait récupérer de la donnée publique et les images statistiques, c'est très gros. On a tout de suite fait le pari d'avoir beaucoup de données. Okay. Donc ça, c'était assez unique sur beaucoup de gens. Et globalement, on était sur des solutions techno qui étaient quand même assez complexes. Alors quand les transformers sont arrivés, ça nous a résolu quand même quelques problèmes parce que ça a permis de simplifier un peu nos solutions techno. Mais avant les transformers, pour avoir les perfos qu'on voulait, on faisait de l'ensembling de modèles, des fois 3, 4, 5 modèles ensemble, avec de la détection, de la segmentation, de la classif. Et donc pour ça, on avait créé, ça existe toujours, tout un framework interne
standardiser un peu ce développement d'IA pour pas que les gens ils fassent n'importe quoi. Et pour qu'on ait des recettes qu'on puisse appliquer avec des fichiers de config, avec des choses comme ça. Et donc on avait ce qu'on appelait notre AI Factory, on a fait beaucoup de podcasts de com là-dessus, qui étaient nos outils internes et qui servaient justement à déployer, à développer l'IA, parce qu'à l'époque il y avait peu de choses qui existaient. C'était très orienté autour des labs, des notebooks, des machins comme ça, qui sont des trucs qui vont pas en prod. Donc maintenant, je pense qu'il y a un peu plus d'outils, il y a sûrement, et du coup, de plus en plus, on avait industrialisé des choses, on avait pris des librairies qui ont remplacé des trucs qu'on avait fait en interne, etc. Mais cet outil interne de développement d'IA, c'est quand même, je pense, c'est assez nécessaire quand tu fais pas mal d'IA et des trucs assez complexes en computer vision, d'avoir une espèce de stack quoi, qui te permet d'être sûr que les gens travaillent toujours de la même manière, standardisé. À qui le dis-tu, j'ai envie de te dire. Voilà. Et quand tu parles de ce framework, donc, alors quel que soit le type d'architecture que tu vas utiliser derrière, donc tu comprends, ça s'appplique à l'annotation aussi. C'est-à-dire par exemple à la façon dont tu vas productiser un peu l'annotation, ça rentre dans ce framework de développement de modèles. Ouais, bah c'est le MLOps, c'est ce que vous faites, c'est avoir le but étant d'avoir un pipeline end-to-end. Alors ça marche jamais, t'as jamais un pipeline complètement end-to-end parce que le jour où t'as un pipeline end-to-end, le problème c'est qu'il est assez rigide, donc c'est dur de le faire évoluer. Donc t'as un mix entre ces trucs que tu fais évoluer en permanence avec des nouveaux modèles, des nouvelles façons de travailler et ton pipeline qui est un peu standard. Mais ouais, le but c'est d'aller. Un des trucs qu'on avait standardisé au début, première fois, c'était justement la notation. On avait fait une petite app d'annotation, on avait fait surtout un stockage, un truc. C'était un des trucs qu'on avait finalement automatisé le plus vite possible. C'était justement cette gestion des données. On avait fait des petits buckets S3 où les données passaient de bucket S3 en fonction automatiquement. C'était au tout début. Donc il y avait un bucket S3, on déposait les données non annotées. Quand elles étaient annotées, on appuyait sur un bouton, ça allait sur un autre bucket S3 où elles étaient checkées. Enfin, tu vois, c'est un des premiers trucs qu'on avait fait en 2019, je crois, en 2018. Parce que ouais, c'est le premier truc, parce que sinon en fait t'arrives, tes données, tu sais pas, est-ce qu'elles ont été annotées celles-là, enfin tu vois, genre est-ce qu'elles sont annotées, est-ce qu'elles sont checkées. Ouais, c'est déjà mieux que ton stockage, mais c'est pas non plus l'équivalent d'avoir des outils un peu faits pour. Enfin, c'était encore cet entre-deux un peu de. Voilà. Et donc on est parti de ça, on a fait on avait des librairies de modèles, à la fin on avait des trucs plus sophistiqués à la main. Mais ouais, le but était d'automatiser pas mal de trucs quoi. Bah ouais, comme. Enfin, vous avez bien raison, et non, c'est sûr. Et pour qu'on se rende compte en termes de volume d'annotation, tu as un chiffre à nous donner, enfin que tu peux nous donner sur, enfin je sais pas, peut-être juste une production journalière, hebdomadaire Alors production, je sais plus, mais aujourd'hui, à la fin de l'année dernière, on était à plusieurs dizaines de millions d'annotations quoi. Annuel. Non, en tout, je pense, on était à plusieurs en tout, je pense. En tout. Ouais. Donc je pense qu'on était et on était à plusieurs millions annuels du coup. Et je pense qu'on était à 25 ou 30 millions, je crois un truc. Enfin, non plus, il y a eu un 40. Bon, je sais plus, je vais pas dire. Si on définit annotation, c'est une annotation, une image, donc derrière tu multiplies par le nombre d'objets potentiellement qu'il y a. Donc c'était le nombre d'objets sur des images qu'on avait en base de données quoi. Donc c'était plusieurs dizaines de millions et plusieurs plutôt pas 15 quoi, plutôt 20 30 millions que donc on était vraiment à beaucoup. Et le truc c'est que plus ça grossit de manière exponentielle quoi, c'est-à-dire que et voilà. Et déjà, une fois que tu as ces objets en base, les mettre à disposition des data scientists, c'est déjà aussi tout un boulot. Générer ensuite tes modèles, Donc en fait, on avait défini aussi toute une série d'étapes justement pour industrialiser tout ça, puis pour les expliquer aux clients. Parce que aujourd'hui, tu me diras, je sais pas si le MLOps c'est un peu plus adopté, mais il y avait à l'époque les clients comprenaient pas pourquoi on avait besoin de faire ça. Et donc ils comprenaient pas. Des fois ils nous disaient on vous a donné des données, pourquoi elles sont pas utilisées, ou elle nous disait si vous avez développé un modèle on vous donne des données, et puis ils nous donnaient des données, nous donnaient genre 5 images tu vois. Et les gens c'est normal tu vois, c'est souvent toujours pareil. Ouais ça, je sais pas, ça a changé et c'est normal s'il t'explique pas le process. Et donc on a dû définir tout ce process d'abord on annote, après on passe aux qualités, après on les met en base, après on les met à disposition, et il faut qu'en fait chaque étape était faite de manière très méthodologique, en mode ok, si je veux tel objet, faut que j'aille, je sais pas, je veux annoter des bateaux,
il me faut une diversité de bateaux. Donc si j'ai une diversité de bateaux, il faut que j'aille prendre une diversité géographique d'images satellites, dans différents climats, dans différents... les bateaux, par exemple la marine, je sais pas, la marine russe, le pont des bateaux est plutôt rouge, la marine française, le pont des bateaux est plutôt... et d'une autre couleur est plutôt gris. Donc en fait, s'il faut avoir une diversité, il faut que j'aille prendre autant en Russie qu'en France. Tu vois, tu as tous ces trucs, cette zoologie, cette différentes... cette étymologie de différents matériels, et qui fait que il faut une méthode, il faut des outils, il faut de la méthodologie, il faut tout ça. Et ça, c'est important de l'expliquer à ton client, parce que sinon il comprend pas pourquoi tu le fais. Une fois que tu expliques, il fait c'est super. Enfin, les gens en général étaient vachement impressionnés par ce qu'on faisait. Oui, parce que c'est compliqué quoi, à mettre en place. C'est juste pour dire, c'est compliqué. pas automatique, c'est pas je récupère des images et j'ai un modèle entraîné qui détecte exactement ce que tu veux. Il y a beaucoup d'étapes en fait intermédiaires et elles ont toutes de l'impact sur le résultat final. Donc même si tu veux montrer à quel point ton produit ou ton modèle fonctionne bien, qu'ils puissent comprendre aussi d'où ça vient quoi. Je suis moins, carrément, je suis moins calé sur les LLM. Mais j'ai l'impression que c'est aussi une différence entre peut-être les algos computer vision et les LLM, c'est que les LLM ils ont pu quand même agréger beaucoup de choses un petit peu de manière en tout cas en non texte supervisé et non supervisé, parce que le texte c'est lui-même une forme de supervision d'une certaine façon et d'organisation. Et c'est vrai que la computer vision, rien que la manière dont tu fais la notation, si tu mets un point, si tu mets un carré, si tu mets un carré orienté, si tu mets une forme, c'est pas la même chose quoi. Et si tu veux vraiment de la qualité et de la détection à la fin, il faut que ce soit fait toujours pareil, quoi. Et donc, si par exemple, nous, on utilisait beaucoup de la segmentation autour des objets, parce que ça permet après d'utiliser tous les algos que tu veux. Donc, on nous envoyait des images. Des clients, des fois, ils nous envoyaient des images annotées avec des points. Ils nous disaient, on vous a annoté les images, t'as un point, super, faut tout refaire. En fait. Ouais, parce qu'en plus, potentiellement, ils ont oublié des points, ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, t'es obligé de reprendre vraiment toute l'image. Même si t'as tous des points, il faut tout refaire en segmentation. Quoi qu'il arrive. Et tu vois, ils disaient, mais on l'a déjà fait, comment ça se fait que ça prend le temps ? Parce qu'en fait, les points, nous, c'est pas comme ça que nos algos, ils ingèrent pas des points, ils ingèrent des formes. Le point, t'es content, mais ça te donne rien sur la forme, au moins avec une segmentation, t'infères le point, la modeling box, ton masque, donc t'as tout, quoi. Ouais. Donc tout ça, ça prend du temps à éduquer les clients, à leur faire comprendre, etc., quoi. Et si on prend un cas pratique, parce que vous avez collecté, j'imagine, des millions d'images à travers les ans, à l'époque, si tu avais un nouveau cas d'usage, donc tu n'as pas annoté, parce que je veux dire, j'imagine que sur toutes les années où vous avez annoté de la donnée, les classes que vous avez annotées, elles ont évolué. Si au bout de 3 ans, donc, je sais pas, tu as 3 millions de data historiques et on te dit, ok, là, maintenant il faut bosser sur ce nouveau use case. Tu as potentiellement plein d'images passées sur lesquelles tu peux aller chercher ces objets. Alors, première question, est-ce que c'est pertinent d'aller chercher dedans ou est-ce que tu attends d'avoir des nouvelles images ? Et 2, comment tu fais pour reprendre en fait ce que tu avais en process pour savoir quelles données aller chercher, comment tu samples, est-ce que c'est un travail d'exploration finalement, d'archéologie de la donnée Nous, on a fini par développer des outils justement de recherche comme ça, où on a développé ça au fur et à mesure. Ou supposons, tu vois, on nous dit, au nouveau cas d'usage, faut détecter, je sais pas, les grues, quoi, les grues de chantier, quoi, ou les grues de port, les grues de port. Donc on va aller regarder, nous, dans nos bases de données, on avait comme c'est l'image satellite, on avait la position, mis les bases de données de manière géographique. Donc on allait chercher un peu géographique, on a cherché est-ce qu'on a des ports, tu vois, dans la base de données. Ok, combien j'en ai ? Et est-ce que le cas d'usage c'est les ports, on va dire les ports chinois, ou est-ce que c'est les ports norvégiens, ou est-ce que c'est, tu vois. Et donc est-ce que j'en ai, combien j'en ai ? On avait les informations. Est-ce que j'ai des nuages dessus ? Est-ce que j'ai de la bonne qualité image ? Donc ça, on avait une information en base de données. Et après, tu te dis, en gros, il y a combien de grues par port ? On avait après à la fin, on avait après une idée de combien d'exemples il nous fallait, tu vois. Donc, je sais pas, en fonction de la complexité, on regarde le truc, ça a l'air d'une complexité 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5. Bon, 3 sur 5, il me faut en général, je sais pas, 5 millions d'exemples. Je dis au pif parce que je me souviens plus. Et du coup, j'ai là, j'ai 500 images de port. Il y a en général 10 grues sur chaque port. Bon, je fais faut que j'aille chercher, du coup, tant d'images en plus. Okay. Où j'ai assez d'images, et là, j'envoie ces images à annoter. Je crée dans la base de données le nouveau objet grue. Voilà, et là, et le truc après, c'est qu'une fois que tu as fait ton objet grue de port, il faut que tu fasses une forme, c'est là où les experts nous servaient à dire, ok, une grue de port, tu as différents modèles de grue de port, ça se fait comme ça que tu le reconnais sur une image, tu peux reconnaître la taille, machin, enfin, tu vois, ils travaillaient comme ça.
Et après, on envoyait ça à la notation avec les guides, avec la formation pour dire voilà comment il faut commencer à reconnaître les du groupes forts. feedback pour dire non, là c'est pas bien noté, ça repart. On commençait par un petit batch, on faisait une petite sample, et c'est par étapes, tu vois, bien entendu, de manière un peu agile. On faisait d'abord un premier batch, on faisait une première entraînement pour voir est-ce que ça convergeait facilement, est-ce qu'il fallait reprendre un modèle, on pouvait distiller un modèle qui existait déjà, ou il fallait repartir from scratch, etc. Tu vois. Bon, un peu classique, je pense, mais des méthodes très itératives, comme font pas mal de gens. C'est vraiment le MLOps aussi, mais bon, mais bon, vu la scale des use cases et la complexité, tu travailles avec des données qui font pas 300 kilos par image, tu as quand même énormément d'objets, tu as beaucoup d'annotateurs, donc on comprend qu'il faut quand même un peu streamliner tout ça, quoi. Ouais, le MLOps c'est clé là-dedans, sinon tu bosses pas, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Et du coup, c'est marrant un peu cette heuristique de dire ça, c'est une difficulté 1 sur 5, du coup, on peut se satisfaire au moins au début de tant d'images pour faire des premiers tests. Est-ce que tu arriverais à te rappeler, non pas du nombre d'images qu'il faut pour chaque niveau, mais plutôt comment vous définissiez la difficulté de détection finalement d'un objet ? Alors, la difficulté de détection d'un objet, l'intérêt de la computer vision, c'est quand même entre l'œil et l'algo, tu as une corrélation qui est pas, je trouve, qui est pas obligatoirement trop dégueulasse. Par contre, il faut savoir le regarder pas comme un humain. Comme l'algo, quoi. Ouais, et donc c'est là où les photo-interprètes sont pas mal pour t'aider. Donc c'est te dire, en fait, faut pas dans photo-interprète, il y a interprétation et faut pas interpréter. Donc, faut pas regarder l'ombre, faut pas regarder, tu vois. Non, c'est bête et méchant, quoi. Mais voilà, mais tu vois assez vite que par exemple détecter un avion, c'est assez simple parce que ils font à peu près tout le temps le même genre de taille et ils ont tout le temps une forme assez caractéristique et assez classique. Et donc ça, tu te dis, c'est pas hyper compliqué. Et en plus, c'est quand même assez gros sur une image satellite. Les voitures, par exemple, les véhicules, c'est un enfer parce que c'est tout petit. Les bateaux, c'est aussi très compliqué parce que tu as des bateaux, même dans un contexte militaire, tu peux être intéressé par le Zodiac pour les commandos ou la petite vedette de merde, ou le pétrolier ou le porte-avions qui fait 300. Rien, au niveau computer vision, tu dois détecter des objets qui font plusieurs centaines de long, donc plusieurs dizaines de milliers de pixels, et d'autres qui font quelques pixels, donc ça c'est vachement plus compliqué. Donc tu vois, tu as des trucs comme ça. Et après, tu as le nombre d'exemples que tu peux avoir aussi, que tu vas savoir, genre des objets très particuliers, par exemple les rues de chantier, tu sais que tu vas pas avoir des centaines de millions d'exemples. Donc tu sais que ça va être plus difficile. Voilà. Mais du coup, les grues de port, les grues de chantier, t'en as pas beaucoup. Mais du coup, ça va être plus difficile plutôt pour les data scientists de bien gérer la partie algorithmie et entraînement, parce que la data, t'es quand même capé au nombre maximum de samples que tu peux récupérer, quoi. Mais c'est vrai que quand t'es sur des images, par exemple sur les images radar, si les gens qui s'intéressent, j'invite à aller regarder des images radar satellites pour voir à quoi ça ressemble. C'est vachement différent parce que justement la complexité, tout est hyper complexe. Il n'y a pas de truc simple, quoi. Même un avion, un coup, il a une forme, comme c'est c'est de l'imagerie active, quoi. T'envoies un signal et tu le récupères, en fait, le signal, tu peux l'envoyer d'une certaine azimut ou d'un autre. S'il a plu, ça n'a pas la même gueule. Enfin, tu vois, c'est l'enfer. Donc ces trucs-là ces évaluations de complexité sont plus faciles sur l'optique quand tu as l'expérience. Sur le radar, au début, on était assez prudent, même par rapport aux clients, parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on était capable de faire. On se disait, on pense qu'on va y arriver parce qu'on avait confiance en nos capacités. Mais par contre, ça va être un challenge, quoi. Et du coup, est-ce que ça vous est arrivé soit de rechercher, soit vraiment de faire un peu de la multimodalité dans ce sens-là, de dire par exemple mes grues de port, en fait, je sais que je vais pas avoir assez d'images, par contre j'ai beaucoup d'imagerie radar. Est-ce que je peux corréler du coup les deux pour venir un peu faire de l'augmentation de données ou avoir d'autres infos Assez peu, pour une raison qui est plus structurelle. Je ne vais pas en dire trop, mais ce que je veux dire, c'est qu'au ministère des Armées, et ça, il n'y a rien de secret, la façon d'assurer la sécurité dans les armées, la sécurité informatique, c'est par la compartimentation. Donc ça, c'est toujours ça. C'est pas que informatique d'ailleurs, c'est toute l'information, la sécurité de l'information. Tu fais de manière compartimentée. Donc je sais pas si tu as regardé le bureau des légendes, il parle de droit d'en connaître. C'est pour ça que je vois. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, chaque gars a le droit de connaître que son truc. Et donc ça, c'est vrai aussi sur l'informatique où ils ont des réseaux séparés. Et ils ont souvent des réseaux séparés par type d'information et par d'où vient l'information. Pour cette bonne raison. En fait, personne n'a envie qu'elle soit corrélée, en fait, ces infos. T'as envie de la corréler à un moment, mais t'as envie que pas beaucoup de gens puissent la corréler. Et surtout, t'as aussi souvent les canaux d'entrée des informations sont pas les mêmes. Donc, par exemple, si tu parles d'informations, je sais pas, on peut
tu vas prendre ce qu'on appelle de l'information open source. À l'époque Twitter, je ne sais pas s'il y a encore de l'information valable sur Twitter, mais à l'époque, il y a quand même pas mal d'infos que tu peux faire dans ce qu'on appelle OSINT. Tu vas chercher de l'information publique sur Twitter et tu peux voir des choses. Ça va pas rentrer par le même canal informatique que par exemple de l'information de satellite espion, parce que le satellite n'est pas le même, le canal n'est pas le même, quoi. Il y en a un qui vient d'Internet, il y en a un... Et donc tu as tout ça qui fait que c'est pas stocké au même endroit, c'est des fois pas les mêmes organismes qui regardent, et qui font que c'est tout un sujet, et où là par exemple il y a Thales avec qui on avait travaillé sur un projet Artemis, qui est justement de la fusion de données au ministère des Armées, qui est tout un sujet important, qui est comment ces trucs qui viennent des canaux différents, à un moment il faut les mettre ensemble pour justement avoir... et ça, et pouvoir faire de l'IA sur toutes les données en même temps. Mais c'est pas vous qui allez décider de faire ça, c'est plutôt il y a quelqu'un qui va dire là on est capable de faire une cellule où on peut former des personnes et leur donner des accréditations pour accéder aux deux flux de données en même temps. Surtout. Et donc développer nous potentiellement les outils pour analyser ça. Et c'est surtout un sujet informatique assez important parce que tu as littéralement 2 réseaux, quoi, 2 câbles. T'as pas le droit normalement t'as pas le droit de les brancher au même ordinateur. Donc en fait, et ça c'est un projet qu'on a travaillé avec Thales, qui s'appelle Artemis, et qui est un projet de toutes les armées, qui est de dire la fusion de données. La fusion de données, c'est avant tout de la fusion multiniveau de sécurité. Et ça rigole pas, parce que t'as l'ANSI, t'as tout ça, ça rigole pas au niveau de la DIRISI, au niveau des règles de sécurité, et donc il faut faire des trucs qui passent les règles pour pouvoir... Et donc ça, c'est pas notre boulot, tu vois. Nous, on n'est pas... on fait des logiciels d'IA, on fait pas de l'infrastructure réseau informatique. Disons que vous auriez pu choisir ce combat-là, mais finalement, même pour votre propre croissance, c'était pas le top sujet. On n'a pas les connaissances pour ce genre de trucs. Enfin, tu vois, quand tu fais de la sécurité, c'est vraiment des trucs... Il y a beaucoup de sécurité physique dans le truc informatique. Ils mettent des diodes, c'est des vrais diodes optiques, qui fait que le signal, il peut aller que d'un côté, quoi. Donc, tu as vraiment des trucs, c'est un métier, quoi, dans la sécurité informatique et l'infrastructure dans les armées. Enfin, c'est un métier déjà, mais encore plus dans les armées. Et donc, c'est pas un truc pour des petits boîtes comme nous, quoi. Et est-ce que tu penses que il y avait tellement de potentiel là-dedans que... comment dire ? Est-ce que c'est un regret finalement de ne pas avoir pu aussi utiliser ces technologies pour pouvoir aller vraiment plus loin dans l'intelligence de ce que vous auriez pu faire, ou est-ce que finalement, comment dire, c'est pas le jeu en vaut la chandelle, je veux dire le jeu de la sécurité en vaut toujours la chandelle, mais est-ce que finalement les données avaient peut-être pas assez de valeur, ou vous arriviez à faire assez de choses en vous affranchissant de ces limites-là pour rester compétitif aussi, tu vois, au niveau international Alors, on a fait ce qu'on a fait déjà très bien, et on a fait des très belles choses. Comment le dire ? Il y a plusieurs niveaux, tu vois. Est-ce que j'ai des regrets ? Non, parce que tu vois, quand tu fais un truc avec les contraintes qu'on te donne, et puis tu vois, c'est pas tes contraintes, c'est voilà. Après, ça c'est mon avis perso, c'est pas un avis, c'est vraiment perso Renaud Alliou. Je pense qu'en effet, on est peut-être à un niveau de contraintes informatiques qui peuvent être aujourd'hui contre-productifs sur l'efficacité opérationnelle. Et pas obligatoirement dans ce cas-là, parce qu'il y a des trucs, ça dépend, c'est au cas par cas, tu vois, genre il y a des fois où il faut vraiment pas mixer les données, ou il faut pas mixer les câbles, c'est sûr. C'est normal. Il y a des cas où ça pourrait être utile, il y a des cas où c'est en train d'être fait, enfin tu vois, donc c'est pas, ce que je dis est beaucoup plus général. C'est qu'en effet, il faut faire attention que d'un point de vue général, quand tu fais de la sécurité informatique, en fait, il faut pas attention d'en faire de la sursécurité dans le sens où en fait, tu vas plus pouvoir bosser, quoi. Ouais. Et en fait, l'informatisation, tout ce qui est partie cloud, connectivité et tout, et justement le multidomaine, le multisource, surtout avec les LLM, ça va tellement vite que je pense que c'était trop vite pour le régulateur aujourd'hui dans la défense. Et je pense qu'ils s'en rendent compte, ils sont en train de travailler dessus, et c'est un sujet très compliqué. Mais quand tu regardes ce qui se passe un peu en Ukraine, il y a beaucoup, au début du conflit, dès que le conflit a commencé, il y a plein de barrières qui ont sauté. Ouais. Parce qu'en fait, et je pense que malheureusement, j'espère qu'on n'en arrivera pas, mais si un jour on est en conflit ouvert avec un adversaire en haute intensité comme la Russie ou quelqu'un d'autre, ces barrières sauteront. Malheureusement, ou je sais pas, mais certaines barrières sauteront. Et du coup, je pense qu'il faut mieux s'y préparer plutôt que les faire sauter en utilisant Google Meet ou des choses comme ça. Mais par exemple, la connectivité 4G, des choses comme ça,
En fait, tu vois, genre les connectivités sont très très sécurisées au niveau du ministère des Armées, mais en fait, les Ukrainiens au front, ils ont fait beaucoup sauter ça et ils communiquaient au début par 4G. Après, il y a eu des problèmes avec ça. Il y a eu Donc, Starlink. il y a eu Starlink, il y a eu des trucs. Mais en fait, tu vois, genre, obligatoirement, la connectivité, c'est indispensable, tu vois, que le mec, dans sa tranchée, il soit connecté en temps réel avec le gars qui est 50 km derrière, qui fait la commande. Aujourd'hui, dans les armées occidentales européennes, on ne sait pas faire ça parce que c'est des trucs très sécurisés, donc on passe pas par la 3G, on passe pas par le Wi-Fi, on va pas passer par Starlink, on va passer par des satellites de télécommunication, mais qui sont en nombre limité et tout est chiffré par nous. Tout est chiffré par nous, donc c'est plus long et tout. Et donc, tu vois, genre, ils n'ont pas la vidéo en temps réel du drone à l'état-major. Mais c'est sûr que je pense que le jour où il y a un conflit, je pense que ça pètera. Et du coup, et donc, il faut mieux s'y préparer, à mon sens. Faut mieux relâcher les contraintes, essayer de trouver des moyens, parce que je pense qu'il existe des moyens de chiffrement et tout qui font que tu peux passer par des connectivités un petit peu grand public, plutôt que trop verrouillé. Et de faire dans l'urgence sur le moment. Mais le truc, c'est que, pour finir là-dessus, c'est que en fait, c'est pas les gens font pas ce qu'ils veulent, t'as des régulations, c'est des lois, quoi. C'est littéralement des lois, tu peux aller en prison si tu respectes pas, hein. Et nous, on les a toujours respectés à la lettre. Et que ça prend du temps à les changer, quoi. Et t'as des régulateurs, faut que le régulateur, les experts, des gens qui connaissent bien mieux que moi ces sujets, faut trouver une solution où il y a un peu de la souveraineté, où il y a un peu de la sécurité. Donc c'est normal, en fait, c'est normal que ça prenne du temps, mais c'est vrai que je pense que malheureusement il faut accélérer ça, parce que on est dans un contexte où potentiellement on va avoir besoin de faire sauter certaines régulations, et plus on s'y prépare, mieux c'est. Enfin, certaines protections, et que si on s'y prépare, c'est mieux, quoi. Ouais, parce que finalement, plutôt que, imaginons que vous ayez voulu justement mixer certaines sources de données ou des choses justement qui auraient été bien à faire et que vous ne pouviez pas faire, c'était quand même dans l'intérêt de tout le monde, plutôt que de vous voir comme des perturbateurs ou comme trop innovants en vous disant non, c'est pas possible, c'est plutôt de dire si vous en avez besoin maintenant, à un moment donné on en aura besoin, et on sera peut-être obligé justement de faire sauter ces barrières de manière un peu moins sécure qu'aujourd'hui. Donc si tu es avec des gens qui ont la motivation... Je dirais pas moins sécure, je dirais avec une autre approche de la sécurité. Mais je pense que tu peux faire aujourd'hui aussi sécure. Après, je suis pas expert en SSI, donc je veux pas dire trop de bêtises, mais je pense que tu peux faire des choses sécurisées. Mais d'ailleurs, c'est sur quoi ils travaillent, le ministère des Armées aujourd'hui, mais sécurisé sans autant de la séparation physique, c'est ce que je veux dire. Oui, mais bon, du coup, potentiellement, tu vas peut-être sursécuriser certaines choses, ou tu vas te fermer des portes qui t'auraient permis de... Mais bon, après, ça demande des personnes pour travailler sur ces technologies de manière souveraine. On est quand même sur des sujets... Il y avait... c'est Guillaume Poupard, je crois, qui avait beaucoup travaillé là-dessus et qui avait fait un travail de fou. Je crois que c'est Poupard, je suis sur son nom de famille, et qui avait fait un travail de fou là-dessus. Après, il avait changé d'affectation, mais justement pour moderniser, pour faire avancer ça, parce que c'est un travail monumental. Et en plus, c'est un travail où tu es obligé de maintenir un legacy de malade, parce que tu as des systèmes qui... Tu vois, il y a 40 ans, quoi. Tu vois, le porte-avions, il a été construit je sais plus combien il est là, mais il y a pas loin de 40 ans, je crois. Et donc, en fait, tous ces trucs-là, faut les faire cohabiter avec des systèmes plus modernes. Faut faire... D'un point de vue ingénierie, c'est un enfer. Ouais, c'est hyper intéressant, mais c'est hyper compliqué. Voilà. Enfin, en tout cas, si t'as pas décidé de prendre le problème à bras-le-corps ou de considérer ça comme quelque chose à faire, aucun monde dans lequel quelqu'un le fait. Ouais. Et en plus, il y a le sujet aussi dont tu as parlé un peu, qui est de méthode de travail. C'est que avant, et ça pareil, je crois qu'il y a des évolutions qui sont en train d'être faites dans les organisations. Mais la méthode de travail, c'est que tu avais justement dans le renseignement, tu avais le renseignement humain, renseignement électromagnétique, renseignement image. Et chacun avait. Et donc tu avais une case, et donc tu avais un expert renseignement image, il traitait les images. Il envoyait sa synthèse image à un analyste qui récupérait la synthèse du renseignement image, tu vois, les différentes synthèses les différents rapports de renseignement des différentes verticales, et qui, lui, l'analyste, allait ensuite faire cette synthèse multicapteur. Parce que tout était compartimenté. Voilà. Personne n'avait le droit de se partager. Et c'est vrai que maintenant, tu peux commencer à te dire, tu pourrais commencer à mixer un peu tout ça. C'est-à-dire que le travail finalement, la différence entre l'analyste et l'expert, elle commence à être
va être un peu flou. L'IA peut te permettre d'utiliser des premiers niveaux d'analyse. Par exemple, si tu es en mode urgence, tu peux faire un premier niveau d'analyse que tu pourras envoyer directement à un analyste sans passer par un expert. L'expert, lui, est en plus justement en analyse, donc est-ce qu'il devient analyse ou un expert? Enfin, tu vois, les frontières sont en train de bouger. Mais jusqu'à récemment aussi, ça fonctionnait d'une manière assez séparée, assez horizontale. Ouais, et donc, sûr. tu as l'adoption, les métiers, où si tu vas voir quelqu'un qui a l'habitude de traiter de l'imagerie satellite et tu lui dis tu peux traiter de l'imagerie radar, il ne sait pas faire. C'est-à-dire, c'est le mec d'à côté. Oui, non, bien sûr. Donc, en fait, l'outil, il faut qu'il traite de l'image radar ou de l'image satellite, mais s'il fait les deux, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes gens en face, quoi. Ouais, puis c'est des changements de process aussi. Voilà. Il faut apprendre que tu peux fonctionner comme ça, c'est différent. Et puis quand tu es dans des contextes géopolitiques peut-être un peu tendus, c'est pas le moment de mettre en place ce genre de... Ça c'est aussi vachement... ce que tu dis, c'est vachement intéressant. Parce que dans la tech, quand tu es un entrepreneur tech et que tu regardes LinkedIn, tu es vachement omnibué, tu vois l'IA partout, machin et tout. Et quand tu vas voir un mec qui soit dans un bureau ou sur le terrain militaire, il s'en fout de l'IA, quoi. Parce qu'il a beaucoup de trucs à faire et que potentiellement c'est la guerre, potentiellement il y a des vies en jeu. Et donc la tech, il s'en fout, quoi. Il veut que ça marche et que ce soit efficace et que ça l'aide. Et en général, il y a plein de gens qui sont vachement ouverts si ça aide. Et on parle des forces spéciales, c'est des gens qui sont souvent très ouverts à l'innovation et tout, mais à de l'innovation mature, quoi. Le mec, ils sont pas là pour tester des trucs qui marchent pas, quoi. Voilà, son boulot, c'est d'être parachuté avec 30 kilos sur le dos pour aller après crapahuter et choper un mec du renseignement ou récupérer un terroriste ou des trucs comme ça. Donc en fait, ils ont des cellules d'innovation et tout, mais le but, c'est quand même d'avoir de la plus-value opérationnelle, quoi. Ils parlent vraiment de plus-value opérationnelle, de supériorité opérationnelle. Et ils sont pas là pour... Donc là, c'est plus la DGA. La DGA est là pour t'aider à maturer tes trucs. Mais c'est vachement intéressant aussi quand tu te frottes à ces opérationnels-là de voir... à la fois, des fois, ils ont du temps, mais en fait, souvent, ils n'ont pas de temps et ils ont quand même besoin de résoudre des problèmes concrets. Et donc, ça te fait aussi réfléchir sur des fois des trucs, quoi. T'es là... Et des fois, tu viens avec des arguments techniques. Et avec des solutions technologiques à des problèmes qui ne se résolvent pas de cette manière-là, quoi. Ils s'en foutent, quoi. Enfin, ils n'ont pas que ça à faire. Ils ont un vrai travail, entre guillemets. C'est clair. Mais c'est pareil dans l'industrie. Les mecs qui s'occupent de la qualité sur les chaînes de prod, etc. IA ou pas IA, ils s'en foutent. Lui, à la fin de la journée, ce qu'il veut, c'est que la machine, elle tombe pas en panne, que la qualité, elle soit pas 50% plus dégueu que la veille. Et le médecin, c'est pareil. Enfin, c'est vrai pour tous les métiers. Mais là, il y a effectivement, un peu comme les médecins, des vies en jeu. Donc, il y a un niveau supplémentaire de pas de temps à perdre, quoi. Ouais, c'est clair. Super parenthèse, effectivement. Je pense que ça éclaire pas mal de sujets de votre domaine. Vous avez décidé et construit finalement Preligens en France et en Europe. Vous avez commencé à vous exporter avant le rachat. Est-ce que ça a toujours été un sujet? Vous auriez pu le faire plus tôt? Et surtout, de ce que je sais moi publiquement, c'est que il y a eu un sujet d'export un peu aux États-Unis notamment, mais comment ça se passe en réalité? Parce que vous êtes une solution qui est maxi souveraine, donc en fait il y a quand même des enjeux à favoriser votre pays ou des organisations alliées. Où vous mettez les curseurs? Comment vous gérez ça? Comment vous prenez les décisions dans ce contexte-là? Alors, déjà, tu as un truc, t'as deux trucs, c'est que quand tu es une boîte comme nous, tu travailles en étroite collaboration avec le ministère de la Défense, en particulier la DGA, enfin le ministère des Armées, et en particulier la DGA, et donc très vite, on te dit deux choses. On te dit, va à l'export, et on te dit où tu as le droit d'aller, où tu as le droit pas d'aller. Ouais, voilà, les méchants, voilà les gentils. Voilà. Et va à l'export, pourquoi? Parce que, en fait... être monoclient pour une boîte, c'est pas bien, et être monofournisseur pour un client, c'est pas bien, quoi. Enfin, tu vois. Donc en fait, plus l'armée est intéressée par ton truc, plus il veut que tu ailles à l'export. Ok. Parce qu'en fait, c'est assez c'est logique sous ce prisme-là, mais c'est contre-intuitif d'un point de vue. Eux, ils ont hyper peur parce que, comme tu le vois, les budgets sont vachement fluctuants, et en fait, c'est pas eux qui ont la main, c'est les politiques. C'est vrai. Oui, donc en fait, et eux, ce qu'ils ont peur, c'est qu'une solution qu'ils utilisent, qui est vachement importante,
elles disparaissent parce qu'en fait, il y a un politique ou des budgets qui ont été trucs, et qu'au lieu de te commander 12 licences cette année, ils t'en commencent 10, et qu'en fait, tu fais faillite à cause de ça, quoi. Et du coup, ils sont complètement captifs, ils sont obligés de te prendre les 12 licences, ils n'ont pas le choix ils n'ont pas d'arguments, enfin, tu vois. Ouais, c'est nul, en fait, comme... Voilà. Et c'est une position pourrie pour eux. Et donc, en fait, si tu vas à exporter, tu fais du chiffre d'affaires de partout, et donc si un jour ils te disent, ils peuvent venir négocier, ils me dire, écoute, ta licence, elle est vachement chère, est-ce que tu peux me faire 20%? Et là, tu peux dire, 20, 10, tu vois. Et là, tu n'es pas en train de dire, si je fais 20%, je vais faire 20% de méga, quoi. Et dire, non, parce que tu as vendu, tu vois. Et donc ça, c'est la théorie. Et donc, comme le Rafale, on essaye de le vendre partout. Nos frégates, on essaye de les vendre. Enfin, tous nos flagships défense, on essaye de les vendre. Le canon César, tout ça et tout. Donc, tu en entends parler. Donc, et c'est pareil pour les logiciels. Le sujet, c'est que quand même sur des sujets comme les nôtres, liés à de défense, même si ça grossit, ça reste des petits sujets en termes de volume. Comparé à l'armement. Comparé à des tanks, des avions, même les drones, c'est quand même pas beaucoup d'argent, les drones, enfin tu vois quoi. Donc, t'es sur un volume qui est assez faible d'un point de vue européen. Et même si ça augmente un peu en théorie, les volumes des budgets de défense sont assez faibles. Donc le gros budget, on a vendu un petit peu en Asie, on a vendu un petit peu à des alliés de la France, la Grèce, des choses comme ça. Mais ça fait des petits budgets. Le gros budget de défense en Europe, c'est la France. Bien sûr, ouais. Et un peu l'Allemagne. Et sinon, t'as les Anglais et t'as les Américains. Et donc les Américains, c'est nos alliés. C'était encore plus nos alliés quand on était nous, quand moi j'étais dans la boîte, mais ça reste nos alliés. Et c'est des gens qui savent acheter. Mais par contre, c'est très très compliqué d'aller vendre aux US, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on a choisi de vendre la boîte, c'est que on sent que nos logiciels seraient vachement utiles pour les Américains, et on a eu pas mal de touches et pas mal de contrats aux US, mais ça a été très difficile de scaler à l'échelle, parce que c'est déjà très dur en France pour une petite boîte comme nous. Alors aux US, alors que vous n'étiez pas 20, quoi. Enfin, genre vous étiez déjà quand même une organisation oui, même de taille même moyenne. À 200, ouais. Mais c'est pour ça qu'on s'est aussi adossé à Safran. C'est que Safran, ils ont les équipes, ils ont ils ont ce qu'on appelle le proxy, ils ont tout ce qu'il faut pour nous aider à vendre aux US. Donc maintenant j'y suis plus, mais je pense que ça a accéléré vachement la vente, enfin j'espère, la vente aux États-Unis. Et on avait beaucoup d'intérêt des Américains. Mais t'as plein de contraintes réglementaires, que tu peux pas vendre comme ça aux États-Unis sur des sujets classifiés. Donc il faut que tu aies une boîte américaine détenue par des Américains avec un CEO américain où toi t'es accès. Enfin, il y a toute une logistique administrative qui est normale. Ce qui est logique quand même. Ce qui est normal, ce qu'on fait, et qui fait que pour une petite boîte, c'est pas possible. Mais tu restes une start-up, et voilà, il faut quand même si tu as un asset critique pour la France, demain, si tu décides de faire ton go-to-market US, en fait, c'est même une question. Tu décides de faire ton go-to-market US, c'est trop lent et tu te plantes. Qu'est-ce qui se passe ? Tu te fais racheter, du coup, et une boîte typiquement comme Safran essaye de récupérer les assets, mais pas du tout dans le même état de vie de la boîte. Je sais pas, nous on est passé, comme toute start-up, pas loin de la faillite plusieurs fois. Je pense que si on avait fait faillite ou si on avait été en grosse difficulté, on aurait été racheté à la casse par un industriel. L'État aide pas mal l'export. Ils aident, que ce soit financièrement ou en termes de mise en relation. Mais l'État reste un stratège économique. Alors maintenant un peu plus, mais nous quand on y était, ils savaient pas trop comment faire avec les startups. Quand même, ils savent pas trop comment ça marche. Surtout au ministère de la Défense. C'est pas une critique, mais il y a des gens qui comprenaient pas la différence entre le chiffre d'affaires et la rentabilité, des trucs comme ça. C'est juste qu'en fait, c'est pas leur truc. Quand tu as une toute petite boîte, il y a une partie industrielle à la DGA, il y a une partie défense au ministère de l'Industrie, mais c'est quand même des gens qui sont plus habitués à sauver des PME en faillite que à s'occuper de la croissance d'une start-up. Donc on était un peu, de toute façon depuis le début, on était un peu des ovnis dans le paysage. On a débroussaillé, on était les premiers sur beaucoup de trucs. Et on a eu des soutiens export, on appelle des sous-textes à différents pays, mais on a été souvent les premières startups à faire du sous-texte. Du coup, tout seul, quoi, en fait. Tout seul, ou des fois avec la DGA ou avec les attachés de défense sur place, mais avec un côté... le sous-texte, ce qu'on appelle le soutien export, il aime y avoir des acronymes dans le ministère des Armées. Le sous-texte, c'est d'habitude, c'est comment tu vends des Rafales à l'Inde, quoi. C'est
pas tout à fait le même sujet. C'est pas comme aller pas le vendre même des sujet. logiciels. Enfin, tu vois, donc ça a rien à voir. Et en plus, c'est des domaines sur lesquels on a souvent des domaines historiques en France auxquels on exporte. Les avions, les bateaux, les munitions. Donc, tu vois, tu as des domaines un peu historiques avec des clients historiques. Des boîtes françaises qui vendent du logiciel à l'armée américaine, il n'y en a pas des masses. C'est plutôt l'inverse, j'imagine d'ailleurs. Mais... C'est un peu plus l'inverse. Enfin, il y a un peu Thales peut-être, mais encore, mais Ouais. très peu. C'est beaucoup de... Donc tu vois, déjà le logiciel pour les armées, c'est très nouveau. Ils ont plutôt l'habitude d'acheter normalement du hardware avec du logiciel par-dessus. Enfin, on a fait plein de trucs nouveaux. Donc ouais, ils nous ont aidés, mais dans la mesure de ce qu'ils savaient faire et dans la mesure du fait que nous aussi ce qu'on savait faire. Et enfin, il y a pas mal de Ouais, trucs. mais du coup, vous avez essuyé énormément de plâtre en fait sur. Alors j'espère que c'est mieux aujourd'hui ou que ce sera mieux pour les prochains en tout cas, parce qu'il y en a sûrement eu d'autres, mais ça devait pas être évident Non, on a gérer. pas mal de trucs nouveaux. Ouais. Et quand tu crées une boîte comme Preligens, j'imagine que vous n'aviez pas forcément d'objectif. Enfin, j'imagine que vous n'aviez pas d'objectif court-termiste en tête. Quand tu crées une boîte dans la défense ou avec je sais pas à quel point vous portez quelque chose de patriotique, il me semble vous connaître assez pour savoir que si, mais disons que c'est plutôt quelque chose qui s'inscrit dans la durée et vous avez quand même duré assez longtemps. C'était quoi votre vision long terme initialement pour Preligens ? Alors, notre vision long terme, quand on a commencé, on voulait faire un truc qui, à notre sens, avait de l'impact avec mon associé avec Arnaud. Et après, ça c'est hyper personnel, les débats de la défense. Est-ce que la défense, l'armement, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, etc. Chacun a sa vision du truc. Mais moi, je trouvais que c'était un impact qui était, je trouve toujours, et je continuerai à trouver, que c'est un impact qui est positif pour la France et pour l'Europe au sens large, de développer des solutions souveraines, faire de l'innovation, montrer que ça marche, montrer qu'on est capable d'être les meilleurs du monde dans une niche. Sur de la défense, je trouve que c'est quelque chose qui est positif. Et donc ça, c'était un truc qui est vachement important pour nous deux, avec une vision, patriotique et même européenne, qui était de dire, en fait, comme tout le monde, on était à voir dans la Silicon Valley. C'est vrai que la première fois, tu fais la deuxième fois, tu fais ils sont quand même un peu chelous. La troisième fois, tu fais mais c'est n'importe quoi. Les mecs, ils crament un pognon dingue et ça sort rien. Donc, ouais, tu as pu vraiment voir ça first hand, un vrai décalage par rapport. Alors je caricature un peu quand je dis ça, mais c'est vrai que aussi se dire, en fait, il y a pas de complexe à avoir, quoi. Alors bien entendu, notre boîte à la fin, on l'a vendue 250 millions ou 220 millions et pas 220 milliards. Et donc il y a moins d'argent, il y a moins d'effets. Est-ce qu'on s'en porte plus mal ? Non. Mais surtout, technologiquement et d'un point de vue business, dans ce qu'on a fait, aucun complexe par rapport aux États-Unis, aucun complexe par rapport aux Américains. Il y a moins d'argent en Europe et en France sur ces sujets-là, mais on n'a pas été complexé. On ne s'est pas dit les Français on est nuls, les Américains feront mieux, etc. Donc on a été là-bas, on a été vendre et d'ailleurs, même les boîtes qui étaient un peu nos concurrents à l'époque, et tout le monde disait ils vont vous racheter, ils vont vous manger. Donc il y avait Orbital Insight, il y avait Black Sky, ils ont tous fait faillite, où ils sont maintenant, ils sont tous en mode. Voilà. Donc il n'y a plus personne. Donc aujourd'hui, c'est nous qui pourrons les racheter si on voulait, mais je pense qu'on n'a pas envie parce que ça ne vaut pas grand-chose. Donc voilà. Donc il y a ce côté-là et qui nous a permis de montrer, aujourd'hui, on n'a pas peur de le dire, que voilà, on peut faire des trucs comme ça en France, il n'y a pas besoin d'être aux États-Unis. C'est sûr. Et après, au niveau par contre du long terme, ça a fluctué. À un moment, on s'est posé la question de l'IPO, on s'est posé la question de... ça n'a pas été toujours 100% clair dans le sens, est-ce qu'on pourrait aller, par exemple, lever beaucoup d'argent aux US et scaler aux US ? Parce que vous étiez à un stade qui était... pivot, quoi. Enfin, on a eu des probales, on aurait pu lever, on avait des gens qui pouvaient mettre qui pouvaient mettre sur des valos de licorne aux États-Unis. Ce qu'on a vu quand même très vite, c'est que d'un point de vue ou d'un autre, avoir des fonds américains, on n'avait pas trop envie, et que ça aurait été un gros changement dans la boîte, dans la perception qu'avaient les clients. Je ne sais pas si ça aurait marché, parce qu'ils nous ont dit non, puis il y a des fois tu te dis, il y a d'autres boîtes où on leur a dit non, puis ils ont forcé, et puis maintenant ils ont des fonds américains et ça marche quand même. Très clairement. Je ne donnerai pas nom, mais il y en a quelques-unes. Nous, on n'avait pas envie de ça, on n'avait pas envie de forcer le truc, on n'avait pas tellement... Enfin, tu vois, on avait envie de faire du business aux États-Unis, mais avoir des fonds américains, ça... Ma question de tout à l'heure, vous aviez quand même tiré une ligne sur, au bout d'un moment, ok, il faut s'exporter. On voulait s'exporter, ça, aujourd'hui... Ça, il n'y a pas de problème, mais par contre, d'un point de vue gouvernance, en tout cas...
Et donc au niveau même plus loin, c'est à un moment, si tu vas pas aux États-Unis, de toute façon on voulait une boîte qui reste française, souveraine, donc même si tu pouvais prendre des fonds américains, ça aurait été assez limité en termes de pourcentage. Ouais. Donc ça voulait dire, on pas foutre on n'aurait pas pu se mettre au Nasdaq, tu vois. C'était pas prêt. Bien sûr. Même si, tu vois, même si Vous auriez pu. Même si le régulateur l'acceptait et il aurait pas voulu, c'était pas quelque chose qu'on voulait. Tu vois. Et donc, la sortie, parce que quand tu fais une start-up et que tu prends des VC, il faut toujours faire une sortie, parce que sinon tu ne prends pas de l'argent du VC. Il y a un moment, c'est marqué dans ton contrat, même s'il y en a qui l'oublient, c'est marqué à un moment, ça parle d'exit. On a quand même assez vite compris que ça serait probablement un industriel européen. Et moi, j'avais une préférence pour un industriel français, mais je pense qu'on aurait pu faire un industriel européen. Et parce que l'IPO en France, l'IPO défense, les IPO en France, c'est quand même compliqué. Ouais, déjà juste quel que soit le domaine, il n'y en a pas eu beaucoup en France, et défense, compliqué. Il n'y en a pas eu beaucoup qui sont des... Je sais que Lighton, son IPO a l'air d'avoir pas mal marché. Mais c'était sur des montants qui sont plus petits que votre rachat, 4 fois plus petits. OVH, ça n'a pas super marché. Non, Believe, je ne sais pas s'ils sont toujours en bourse. Donc, et on s'est dit que ça serait un moment, il faudrait trouver le moment, mais que la sortie industrielle avait aussi un intérêt dans le fait de... on voyait très vite que quand même il faut avoir les reins solides dans la défense, il faut du support à l'export comme j'en ai parlé, etc. C'est quand même un milieu très compliqué et qu'il y a un moment même à 500, même à 1000, par rapport à un Safran, un Thales, un Airbus, tu pèses pas pareil, quoi. T'as pas ce qu'ils ont, quoi. Et donc je sais pas, mon associé, il faudrait lui poser la question. Moi, il y a un moment quand même, je me suis dit, il faudra que ce truc-là arrive. Je sais pas quand. Il faudra qu'il arrive aussi pas trop tôt, parce que tu te fais manger. Sinon, on voulait pas être dilué par industriel qui fait un à-coup ailleurs, et puis tout est dilué, et puis t'es juste... voilà. Ouais. C'est-à-dire pouvoir apporter une vraie valeur ajoutée à cet indus. En arrivant, on a nos produits, on a notre business, on a notre technologie, et on apporte une plus-value, tu vois. Avec l'objectif, c'est que ça survive et c'est que c'est vraiment ça profite à quelqu'un d'autre, quoi. Donc le but, on voulait faire un truc rentable à un moment, donc pas ça on l'a atteint, on voulait que ça ait de l'impact et on voulait que ça survive, et donc voilà, le but c'était de faire ça, et moi j'étais toujours convaincu, mais ça c'est perso, que tu peux faire ça de manière où tout le monde y gagne, quoi. C'est-à-dire que ce soit financièrement, les fondateurs, les salariés avec leurs BSPCE, les fonds, que les clients en ayant des produits innovants mais après qui se pérennisent dans le temps, que le mec qui t'achète en ayant lui pour acquérir de l'innovation et de l'EBITDA et du chiffre d'affaires. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à la fin, et moi je suis hyper content, et moi je crois un peu à ce manière de faire l'économie, où je pense que tu fais de l'économie et de l'innovation et des startups où les gens gagnent à la fin, quoi, et tout le monde y gagne. Et peut-être que du coup, il y a certains qui doivent revoir leurs objectifs. Peut-être que tu n'es pas valorisé à 4 milliards sur la levée de fonds pour t'écrouler après quand il y a le krach boursier. C'est pas n'importe comment, quoi. Mais moi, je crois que et je pense que tu gagnes largement assez pour que tout le monde soit content, quoi. Ok. Et du coup, c'est un peu c'est cette volonté de se dire, même si on faisait x4 sur le people, ce serait quand même compliqué de compete, en tout cas de réaliser nos ambitions, qui a fait que vous n'êtes pas allé justement chercher, 300 bars auprès de VC pour devenir une licorne, et que vous avez préféré sortir en étant assez gros pour pas vous faire diluer, mais en même temps au bon moment, parce que sinon il fallait quand même s'y remettre 5 ans pour essayer de construire cette équipe et résoudre tous ces challenges, quoi. Il y a eu plusieurs choses sur l'exit. On a atteint le stade où la boîte était rentable, donc c'était bon, contrairement d'ailleurs à ce qui a été dit. C'était bon, on n'avait plus de problème, dans le sens où on n'avait plus besoin d'argent extérieur. On avait cette taille-là. D'un autre côté, donc on était OK, on a cette taille-là, on a une boîte qui est rentable, machin et tout. D'un autre côté, tu vois que la croissance diminue, et tu vas être sur des 30%, 20% de croissance, ce qui est déjà pas mal, mais tu n'es plus sur des x2, x3. Ouais, clairement. T'es à un moment où tu veux en effet pas obligatoirement aller chercher de l'argent d'ici, parce que t'es pas en mode, tu sais que tu vas pas faire des x3, x4 de croissance, donc l'argent d'ici n'a plus vraiment d'intérêt. Oui, il y a ça aussi, c'est qu'en fait, potentiellement, t'aurais même pas été... si, des gens auraient investi chez toi avec pour objectif soit une IPO, soit vraiment un gros exit, mais quoi qu'il arrive, c'est pas ta croissance à l'instant T qui serait allé chercher ou qu'ils auraient valorisé, quoi. Voilà, donc t'as ça, et sachant qu'il y a quand même un truc où faire lever 300 millions sur une valo à... Alors pas 300, mais nous,
en 2022, on pouvait lever 150 sur une valo 1 milliard, quoi. On a eu les papiers, on pouvait. Mais c'est juste qu'il y a un moment comment faire le chiffre d'affaires pour tenir cette valo. Nous, on n'était pas convaincus, on voyait pas le chemin tout seul, honnêtement. Ouais. Et ça, je le regrette pas, on voyait pas le chemin tout seul. On voyait un chemin pour les 50-100 millions de chiffre d'affaires, ça on le voit. Aujourd'hui, on s'est fait racheter un x8, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus, de chiffre d'affaires. Faire 200-300 millions d'euros de chiffre d'affaires, je voyais pas le chemin aujourd'hui. Et je vois toujours pas le chemin en IA. Moins jusqu'à 1 milliard. Voilà, aujourd'hui, je vois pas le chemin en IA de défense en France pour faire 1 milliard de chiffre d'affaires. Il y a peut-être des gens dans l'écosystème et dans les startups là, qui le voient, pas moi. Et j'espère qu'ils ont raison d'ailleurs, parce que ça serait cool pour tout le monde. Mais moi, je le vois pas. Et donc, on était au niveau où, en fait, d'un point de vue organisationnel, ça faisait du sens parce que ça permettait de débloquer quand même des exports où on galérait. Ça permettait de s'assurer les reins solides en cas de problème, tu fais pas faillite, tout ça et tout, de s'adosser. On était quand même assez gros et assez rentable pour pouvoir être en bonne position de négociation avec un vendeur et pour intéresser des vendeurs au-delà de juste un à-coup ailleurs et donc pour avoir des vraies synergies. Et on était à un niveau aussi où perso, t'as créé ta startup de 0 à 300 personnes. Là, tu vas être plus dans un mode finalement de gestion d'une ETI qui va croître peut-être de 10, 15, 20%, mais c'est plus aussi le même boulot, c'est plus exactement la même chose. Puis c'est des objectifs du coup là qui sont beaucoup plus long terme et donc en tant que perso aussi, c'est un truc où on avait peut-être envie de passer à autre chose, quoi. Ça faisait 10 ans, on s'est dit ce qu'on dit toujours, construire une boîte et gérer une boîte, c'est pas exactement la même chose. Et voilà. Et t'avais aussi Et donc, je pense qu'on était au bon moment. Et d'ailleurs, je suis hyper content de comment ça s'est fait. Tant mieux, c'est le principal. Non, mais c'est vrai que c'est. Je trouve ça intéressant comme vue de se dire. Tu dis, je voyais pas le chemin jusqu'à 200-300 000, il existe peut-être, mais je le vois pas. En fait, de se dire, fondamentalement, c'est pas dramatique, mais du coup, n'accepte pas d'être valorisé, n'accepte pas de lever sur des valorisations supérieures à ce que tu es techniquement capable, même en forçant, d'aller chercher. Parce que on l'entend toujours, quand tu es une startup, tu entends toujours sur la théorie que être survalorisé, ça va te pénaliser un moment, et tu comprends jamais trop pourquoi, c'est quoi l'équation derrière. En tant que founder, c'est hyper clair, c'est que tu récupères rien à l'exit si t'es survalorisé. Et on l'a vu avec la maxi baisse de toutes les valos de tout le monde, il y a eu quand même une grosse régule là-dessus, mais c'est intéressant de voir la chose, de dire si je suis pas capable ou si personne n'est capable d'emmener aussi loin, à ce moment-là, c'est juste voilà le marché adressable, voilà ce que moi je peux aller capter, et c'est ça l'histoire, quoi. C'est comme ça, c'est pas grave. Je vais pas. Mon avis perso, je veux pas critiquer le monde des startups, mais je pense que ça je vais critiquer un peu du coup. Maintenant, je peux. Il faut faire attention. Alors après, toi personnellement, en tant que fondateur, t'es fondateur. Il y a un moment où tu veux t'y retrouver. Alors ça dépend de ton objectif. Est-ce que tu veux devenir milliardaire ? Est-ce que tu veux t'y retrouver pour t'acheter un bel appart, ou est-ce que voilà. Mais il y a un moment où peut-être que t'en as rien à foutre parce que tu fais pas ça, tu te dis voilà, moi c'est l'aventure, et puis si ça est... Mais c'est vrai qu'il y a un moment, si tu lèves trop, toi en tant que fondateur, si l'exit il suit pas, tu récupères rien. Mais il n'y a pas que toi, il y a aussi et ça moi toujours que j'ai trouvé vachement important, c'est que tu donnes des BSPCE, tu fais des promesses. Nous, tous les gens qui avaient des BSPCE ont fait de l'argent avec leurs BSPCE. Et ça, moi, j'ai trouvé ça vachement important parce que, ok, moi, mon truc perso, c'est moi, je fais de l'argent, mais tu connaissais les risques en t'y mettant, c'était pas, tu connaissais les risques, quoi. Mais quand je promets, et puis je connais comment ça marche, mais quand t'es un salarié, tu connais moins, tu dis, ouais, t'as des PCE, ça va bien marcher, et tu dis finalement, en fait, la valo, j'ai levé une valo à 3 milliards, moi, j'ai fait du cash out dessus. J'ai revendu 300 millions. Puis en fait, j'ai revendu 300 millions, donc toi, t'as rien, mais moi, j'ai fait un peu de cash out sur la valo, donc je suis tranquille. Sur la tour d'avant, ouais. Voilà. Je trouve, moi, personnellement, ça m'aurait fait chier par rapport à mes salariés. De faire ça, donc je suis content que en fait tout le monde ait pu s'exercer, que ça s'est bien exercé, et puis même par rapport aux investisseurs, les investisseurs ils mettent de l'argent chez toi, ils t'ont fait confiance, t'as pas envie donc voilà, donc je trouve que en effet il y a peut-être pas assez de startups des fois, pas assez de gens qui se posent la question de comment je tiens ma valo, ou peut-être des gens qui savent qu'ils vont pas la tenir mais qui en effet font du secondaire ou font des trucs comme ça pour se dire je la tiendrai pas, mais bon, au moins j'ai fait un peu de secondaire, quoi.
Voilà, écoute, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, moi Je serais curieux d'avoir la stat de combien de boîtes ont réussi à faire ce que vous avez réussi à faire, que tous les gens qui avaient des BSPCE puissent les exercer, même avec 1 euro, quoi, mais Ouais. c'est pas beaucoup, je pense. Ouais, c'est pas beaucoup. Et donc, moi, comme je crois justement à ce truc de se dire, bah, en fait, tu peux faire une boîte et où en fait tout le monde y gagne, et bah là, tout le monde il a gagné. Et dans nos actionnaires, il y avait l'État qui a aussi, du coup, revendu, fait une belle plus-value. Et je suis vachement content pour tout le monde. Et moi, ça me fait plaisir. Et je préfère ça que d'avoir levé sur une valo 1,2 milliard, machin et tout, faire des grandes annonces en disant je suis une licorne et tout, et pour 3 ans après avoir un truc où finalement t'es racheté à 1 tiers de ta valo, quoi. Ça m'aurait pas, intellectuellement c'était pas mon truc, mais franchement c'est pas, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, et même sans jugement de valeur, c'est toutes les boîtes sont différentes, mais et puis ouais, et puis c'est aussi franchement nous on avait l'intérêt d'avoir un marché quand même pour le coup relativement lisible, parce que c'est en fait tu fais le budget de l'État, des différents États, c'est assez lisible. Des fois, c'est hyper dur, quoi. Tu as l'impression qu'on te dit le marché, ça va être des milliards, puis en fait, 10 ans après, ça décolle pas. Je sais pas, la réalité virtuelle, par exemple, tout le monde nous disait, ouais, ça va pas trop dévoler. Le Web 3, tout ce que tu veux. Par contre, les LLM, personne n'avait trop vu le truc venir, tu vois. Donc, en fait, c'est vachement dur aussi, tu vois. C'est vachement dur aussi. C'est clair. Donc, je jette la pierre à personne. Mais voilà, nous, on a fait ça comme ça. Et franchement, si je refais une boîte, je refais pareil. Ouais, mais sur cette partie-là. Mon point de vue de fondateur là-dessus, c'est que c'est vachement inspirant. En fait, c'est rassurant de voir que... Parce qu'en fait, si tu regardes dans les médias, t'as beaucoup de trucs qui sont annoncés et marketés comme des success stories, alors qu'elles en sont pas du tout, parce que t'as pas la réalité de l'exit. Du coup, d'avoir les vrais chiffres et de se rendre compte que c'est possible, ça implique des choses. Il y a des choix que vous n'avez pas faits ou des décisions vraiment que vous avez prises, mais ça reste possible. Et du coup, de savoir qu'il y a une boîte en computer vision, en IA, donc dans notre domaine aussi, qui est une success story et dont justement, on n'a pas... Il n'y a pas de honte à avoir, on sait ce qui s'est passé, on sait ce qui s'est passé après, il n'y a pas de... Enfin, je trouve ça dingue. Et ouais, ça montre que voilà, le chemin existe, quoi. Donc franchement... Mais même, j'en parlais avec des investisseurs, des VC qui me demandaient, mais du coup, nous, on hésite à investir dans la défense parce que les exits, comment ça se passe ? Il n'y a pas des milliards d'exits possibles. En général, ils vont vouloir que ça reste en France ou en Europe. Il y a des milliards d'exits possibles, les IPO, machin et tout, comment ça se passe ? Et je dis, mais en fait, ça dépend quand tu investis. Si tu investis sur une boîte où tu paries qu'elle fasse 2-3 milliards de valo à un moment, c'est clair que le faire passer à ton comité d'investissement, il y en a qui sont passés, hein, mais je comprends que ce soit le chemin, il est pas facile à voir. Mais en fait, nous, nos VC, ils ont fait un très beau multiple en vendant une boîte à 300 millions, tu vois, ou à 200 millions. Donc en fait, tu peux aussi te dire, j'investis, mais dans ce cas, tu investis peut-être plus tôt, et te dire, si je fais un fonds défense, c'est plutôt peut-être pour de la série A ou de la série B. Ouais, c'est vraiment pour de l'early stage, et tu fais et voilà, et te dire, et par contre, tu as des industriels qui sont capables de mettre des fois 200, 300, Thales, ils ont fait des rachats à 1 milliard, tu vois, ils sont capables de faire des gros rachats. Et après, peut-être que voilà, il y a aussi des fonds de private equity, puis après, peut-être qu'on verra des IPO, peut-être avec des trucs européens qui se mettent en place. Là, tu vois, on ne connaît pas le futur. Mais je pense qu'aussi, en se disant, en fait, il y a une vie hors de la licorne, tu vois, dans mes investissements, ça te permet aussi de voir les trucs différemment, quoi. Ouais, c'est sûr. Et surtout dans l'IA où on parle beaucoup des LLM et des boîtes qui sont valorisées pour le coup des valos énormes, mais tu as beaucoup de cas d'usage d'IA que vous faites, quoi, qui sont plutôt niches et plutôt experts, quoi, genre l'IA médicale, l'IA pour du contrôle industriel, qui sont des vrais problèmes de... Et puis qui coûtent des milliards par an, enfin c'est des trucs à très haute valeur ajoutée, quoi. Voilà, à très haute valeur ajoutée, où tu te dis, c'est vrai qu'en fait c'est pas un truc, c'est peut-être où il y a quelques centaines de millions d'euros de contrats mondialement à aller chercher, et ça fait déjà une belle boîte, et qui après, elle va pas avoir 50 options d'exit à la fin, mais par contre celle qu'elle aura, c'est quand même des gens qui vont être vachement intéressés, et ça va faire une belle un beau truc à la fin, quoi. Donc c'est clair. Je pense qu'il y a moyen, hein.
Non, mais bon, enfin, en tout cas, voilà, je pense que c'est une belle histoire. Merci pour tous ces insights. Et c'est vrai que même pour nous, en tant que startup, c'est finalement assez inspirant, parce qu'en plus, on était sur des domaines assez connexes, quoi. Peut-être 2 mini-questions avant de terminer. Donc toi, tu étais CTO chez Preligence la plupart du temps. Donc sur la fin, après, tu as aussi exploré d'autres choses. Enfin, il y a eu des évolutions un petit peu. Mais en tant que fondateur et CTO, c'est quoi tes enjeux justement dans cette phase de rachat, ou en tout cas ou même la dernière année avant le rachat? Qu'est-ce qui se passe? Vous aviez déjà beaucoup de strat quand même qui structuraient pas mal la boîte, donc c'était pas forcément tout reposait pas sur tes épaules, mais c'est quoi le rôle du CTO, ou en tout cas toi, comment tu l'as vécu? Je pense qu'il y a eu 2 trucs clés. Le premier, c'est d'expliquer en quoi ta tech est unique et pourquoi vraiment ce que tu fais, en fait, ils pourraient pas le faire. Et Safran, ils avaient des équipes IA, et ils avaient des équipes IA qui faisaient la computer vision, et c'est important d'expliquer qu'on apportait de la valeur ajoutée et qu'on n'allait pas les remplacer. Ce qu'ils font, c'est très bien, mais nous, avec Safran AI, on apportait autre chose et qu'on allait travailler ensemble, etc. Et ça, c'est vachement important de dire, d'arriver à expliquer. Et le dire, c'est facile, mais l'expliquer, c'est pas toujours simple. Et en particulier sur l'IA, c'est pas toujours simple. Donc nous, on a ce centre à Rennes, ce parcours avec la Factory. On a tout un truc où les gens essaient de faire comprendre aux gens, même visuellement, pourquoi ce qu'on fait est unique et pourquoi ce qu'on fait est techniquement a de la valeur. Et apporte une barrière à l'entrée, et donc apporte de la valeur parce qu'ils rachètent, c'est quand même beaucoup d'argent, donc pour une boîte, donc même pour Safran. Ça vaille le coup, quoi. Pourquoi ça vaut cet argent-là, tu vois? C'est pas juste des chiffres d'affaires, c'est pas juste des chiffres d'affaires de EBITDA, c'est pas une règle de 3 comme ça, c'est genre ta tech aussi, pourquoi elle a de la valeur, pourquoi elle tiendra dans le temps, etc. Donc ça, c'est le premier truc. Et deuxième truc organisationnel, c'est de rassurer sur que la boîte est solide organisationnellement et que ça marchera et que ça peut marcher aussi sans toi en tant que CTO. Parce que même si des fois, en fonction des rachats, tu peux être amené à rester, à t'essayer, etc., ton rôle entre quelqu'un qui a monté une boîte de 10-15 personnes jusqu'à 300, enfin 2 personnes jusqu'à 300, où tu faisais tout, machin et tout, versus être contributeur, même ou manager dans une boîte une grosse boîte du CAC 40, ça va être la même chose. Et il y a quand même de fortes chances, enfin il y a pas de fortes, il y a des chances que toi en tant que fondateur, en tant qu'entrepreneur, tu as envie de faire autre chose au bout d'un moment, tu vois. Moi, on est resté 4-5, moi je suis resté 4-5 mois, et puis j'étais d'accord avec le... Chez Safran. Après le rachat. Chez Safran, et c'était planifié depuis le début que après, quand ils auraient plus besoin de moi, j'irais peut-être faire autre chose. Et pas parce que je n'aimais pas Safran, moi aussi ça faisait 10 ans que j'étais chez Preligence, des fois tu as envie... Oui, l'aventure au complet, on en parlait au début, a été quand même assez longue, quoi. Voilà. Et donc rassurer sur le fait que on a monté une équipe qui est solide, quoi. Et que si jamais... Et pas d'ailleurs que pour toi, pour un peu tout le monde, c'est-à-dire que c'est un gros changement pour une boîte, un rachat. C'est aussi pour les employés. Et donc en fait, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui vont partir, il y a des gens clés qui vont partir, et c'est évident. Nous, on a eu quelques gens qui sont partis, pas énormément, mais tu as aussi un effet cliquet, certes. Tu as des gens qui partent toujours un peu au fur et à mesure d'une boîte. Tous les ans, tu as un peu de turnover. Nous, il y a pas mal de gens qui sont partis au moment du rachat, parce que du coup, ça fait un step. Tu vois, il n'y en a eu pas beaucoup par rapport à toute la boîte. Mais significatif par rapport aux autres années. C'est juste tu vois, t'as les 5-6 personnes qui seraient parties durant l'année, ils sont partis au même moment, tu vois. Donc c'est normal, tu vois, c'est normal. Et donc en fait, il faut que tu rassures en disant, en fait, la boîte va y avoir du turnover, c'est normal, comme d'habitude dans n'importe quelle boîte. Et puis comme d'habitude, quand tu as des grands changements, tu vois, on a eu un changement de CEO avant, il y a eu aussi quelques personnes qui sont parties. Quand on a eu une grosse levée de fonds, on a organisé certains trucs. Il y a des gens qui sont... Donc tu vois, tu as des grosses étapes où tu as des gens qui ils ont fait leur chemin. Et donc il faut rassurer sur le fait que, tu m'as dit, donc en quelques mots, j'ai été un peu long, mais tu rassures sur le fait de dire, la boîte, c'est pas que les gens. Il y a une structure, il y a des process, il y a une technologie, il y a une base de code qui fait que vous allez pouvoir faire venir des gens à vous, ils vont comprendre, ils vont pouvoir s'adapter. Nous, s'il y a des gens qui partent parce qu'ils ont envie de faire autre chose, vous n'allez pas perdre de la valeur, etc. Et ça, c'est vachement important. Et ça faisait... comment dire ?
structuré jusqu'à ce niveau-là pour faire en sorte que même si tu as des gens qui partent, même des postes clés, ils puissent être en fait soit remplacés et que la machine continue de tourner. Ça fait aussi partie un peu toi de ton, comment dire, quelque chose que tu t'es forcé à faire sur le long terme, quelque chose que tu as dû quand même prendre soin de documenter ou de mettre en place sur les derniers moments. Alors on a travaillé un peu sur un process de vente, ça prend 6 mois, 1 an, donc nous c'est 9 mois, 1 an, donc tu as le temps de faire ça, mais c'est un truc qu'il faut faire de toute façon quand tu grossis, parce que ton VPI il peut partir, ton machin, donc de toute façon au fur et à mesure que ta boîte grossit, il faut mettre de la résilience, quoi. C'est-à-dire que le truc repose pas sur les people et documenter, etc. Et même en tant que fondateur, on l'a vu, il y a des moments où tu peux être très fatigué, avoir des coups de mou, etc., où en fait ta productivité baisse fortement, où ta disponibilité va fortement, où tu peux être malade, ou moi il y a un été où j'ai pris 2 mois off parce que j'étais un peu cramé. Il faut que la boîte puisse tourner quand tu prends 2 mois off parce que t'as pas pris de vacances depuis 5 ans, quoi, tu vois, genre, et donc ça, il faut que tu l'aies en tête de toute façon dans la boîte. Et donc quand ta boîte grossit, puis pour ta santé mentale, quoi, il faut qu'à un moment ça puisse tourner sans toi, sinon c'est qu'il y a un problème. De toute façon, normalement personne doit être indispensable dans une boîte, même le CEO. Et au bout d'un moment, même les fondateurs, comme si t'es moteur même au les début. Fondateurs. Mais c'est bizarre, À dire au doigt, mais c'est bizarre, surtout c'est assez... je vais prendre un exemple, c'est assez contre-intuitif parce que du coup, justement, nous on a fait venir un nouveau CEO. Alors c'était pas lié à la vente, mais c'était un moment où on avait envie de faire tourner un peu les rôles, donc on a fait rentrer un nouveau CEO qui était Jean-Yves Courtois. Et justement, moi j'ai changé de rôle, j'étais plus dans la prospective d'innovation, prendre un peu moins d'opérationnel parce que j'avais envie de ça. Et c'est marrant, un truc qu'il a fait, il a dit attends, mais là la tech c'était pas assez horizontal, c'est-à-dire que c'était trop dépendant de du certaines CTO. personnes, quoi. Même de toi, de moi directement. Donc, il disait, tu prenais trop de décisions en direct, voilà, normal comme un CTO, enfin il y en a plein qui font ça, je pense. Tu vas apprendre à relâcher un peu. À relâcher un peu, à laisser les gens vivre, entre guillemets. Et donc il a mis en place un comité tech sur les sujets ops, tu vois, très opérationnels, quand il y a des bugs, quand il y a des trucs en prod. Et donc ce comité tech, il me concernait pas, parce que moi j'étais dans la prospective et la R&D et tout ça. Donc c'était les gens vraiment très opérationnels. Il y a un bug en production, comment on le met. Là on avait prévu de livrer à telle date, on peut pas livrer, comment on fait. Et du coup il a mis en place un espèce de comité tech. Donc c'était même pas des trucs que toi t'as eu en place ou t'as eu à mettre en place. C'est lui avec sa nouvelle vision il s'est dit on va mettre en place un truc comme ça, on va mettre tout le monde autour de la table plutôt que juste les chefs, tu vois. Genre on va mettre les acteurs clés, les directeurs programmes. Tu dilues le risque, quoi. Voilà, diluer un peu le risque et tout. Un truc qui est très bien qu'il a mis ça en place. C'est vrai qu'au début j'étais là, mais ah merde, mais je pense que je pourrais apporter pas mal de valeur à ce comité, en fait, tu vois, genre je pourrais y être. Et en fait, là, il me regarde, il me fait, mais en fait, on le met en place pour pas que tu sois là, tu vois, justement. Incroyable. Et donc c'est là, ah oui, c'est vrai. Et donc ça fait bizarre, et donc c'est un peu pareil à la vente, c'est-à-dire que t'es là, en fait, ton but, c'est de te rendre dispensable, quoi. Et donc, c'est contre-intuitif en tant que fondateur. C'est vrai qu'à un moment, il faut que tu te rendes dispensable. Sinon, ta boîte, elle est pas mature, quoi. Et c'est marrant, parce qu'au début, t'es là, t'as envie d'être indispensable partout, t'as envie d'être... au détriment, comme tu dis, de ta santé, tes machins, tes heures, tes trucs... Et puis au détriment même de la boîte, parce que... À la fin des fins, en plus, bien sûr. Donc, et c'est marrant, ça. C'est assez contre-intuitif, ça paraît logique. Surtout que ça soulève une question, c'est une fois que tu t'es rendu complètement indispensable, qu'est-ce que tu fais ? Parce que tu es toujours là, donc il faut bien que tu serves à quelque chose où tu as de l'impact, où c'est toi en tant que fondateur qui apporte de la valeur. Donc si c'est plus sur l'opérationnel, alors du coup tu étais sur des trucs un peu prospectifs, est-ce que finalement tu avais le sentiment que c'était là où toi tu aurais le plus d'impact ? Parce qu'étant donné en fait tout ton historique, c'est toi qui pouvais prendre le plus de recul, reprendre un step de vision un peu et de sans objectif et sans rythme de devoir produire des trucs, voir ce qui peut être fait plus tard, ou est-ce que c'était peut-être frustrant au début de plus être dans des choses où tu dis ça, je suis quand même la meilleure personne pour m'en occuper, ou alors ce truc prospectif, potentiellement ça pourrait être quelqu'un d'autre. Je pense que le terme important que tu as dit, c'est impact. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas se mettre là où tu es le plus indispensable, il faut se mettre là où tu as le plus d'impact. Oui, complètement. Et c'est un peu la différence finalement entre le build et le run, quoi. C'est-à-dire que si tu te mets toujours là où tu es indispensable, tu es toujours indispensable, et en fait, les gens ne grandissent pas. Oui, d'accord. Et donc, en fait, toi, tu ne peux pas avoir de l'impact, presque. Et je sais pas, c'est Charles Goratin, le CTO d'Alan, qui dit qu'il se vire tous les ans, ou je sais pas quoi, il se vire tous les ans pour faire un nouveau boulot. Voilà.
Et je trouve de le dire comme ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, moi, si j'étais resté, j'aurais pu avoir pas mal d'impact. Mais je pense, moi j'espère. Et là, on avait beaucoup sur les trucs qu'on a fait quand j'étais dans la partie innovation. Je sais que ça a de l'impact, puisque maintenant, il y a des trucs qui sont faits avec. Donc, je sais que ça a eu beaucoup d'impact. Mais par contre, je pense que c'est là où c'est un endroit où j'ai eu de l'impact, où si j'étais resté dans l'Ops, j'aurais pas eu cet impact-là, puisque j'aurais pas eu le temps de le faire. Et par contre, les gens qui sont dans l'Ops, il y en a maintenant qui font probablement bien mieux que moi, parce que c'est leur métier. Et du coup, et surtout, le risque est dilué, etc. Et donc, je suis plus bottleneck. Donc ça, je pense que c'est vachement important. Mais oui, c'est en effet, tu as toujours se dire, j'ai rien à faire. Après, moi, j'avais ce... Non, je pense qu'il n'y a jamais rien à faire. Voilà, mais ça peut prendre un peu de temps en process quand même. Quand tu as tenu les rênes pendant si longtemps et qu'il faut se recabler pour faire complètement autre chose. Bon. Moi, c'est arrivé avec... pas un burn-out, mais j'étais vraiment crevé et un peu cramé. Et donc, je peux le dire maintenant. Et donc, ça a été pas naturel, mais c'était pas un soulagement, mais en fait, ça a aidé. C'est-à-dire que se dire, ah ouais, je suis plus dans ce truc-là. Des fois, ah oui, mais j'aimerais. Bien entendu, t'as envie d'être au centre, c'est pour ça que t'es entrepreneur, machin et tout. Mais en fait, le fait que j'étais quand même fatigué et que j'avais sacrifié pas mal de trucs en termes de santé, en termes perso et tout, m'a fait dire, je me dis, ouais, mais enfin, d'un autre côté, là, j'ai le temps de faire ça que je faisais pas avant. J'ai le temps de faire des trucs intéressants que je faisais pas avant. Je dors la nuit, enfin, des choses comme ça. Tu vois. Donc ça m'a aidé. Ça aide pas mal. Mais ouais, c'est vachement difficile de lâcher. Et même c'est aussi pour ça avec mon associé qu'on avait discuté de pas rester trop longtemps après le rachat, parce que tu vois, si tu vends ta maison que tu as construit pendant 10 ans mais que tu restes en coloc sur l'appart au-dessus, le mec il peut pas faire ses travaux, quoi. Tu vas toujours être là, ouais mais attends, tu changes le carrelage, ouais mais attends, tu vois, non, laisse-le faire. C'est lui qui a racheté, c'est lui l'actionnaire, il en fait ce qu'il veut, mais il va trouver quoi. Voilà, il est grand, mais si t'es tout le temps toi au cœur du truc, il va pas pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Des fois tu peux ne pas être d'accord, et comme t'as quand même un impact en tant que fondateur, t'es une personnalité dans la boîte, si t'es pas d'accord et si t'as des intérêts divergents, ça peut être problématique. Et surtout, à un moment, il faut... Enfin, tu vois, toi en tant que fondateur, il faut aussi lâcher le truc et puis que ça vive sa vie, quoi. Étant donné le pourquoi vous vous êtes fait racheter, effectivement, il y a quand même une volonté de démultiplier la force de frappe qui va du coup avec des choses qui vont peut-être être contre-intuitives pour vous, vous auriez pas fait pareil. Donc l'objectif n'est pas non plus que vous ayez l'opportunité de court-circuiter potentiellement, même si c'est pas votre objectif, mais même contre toi, que voilà, c'est même mieux pour eux que tu lâches finalement le... Ouais, puis non, je pense que c'est mieux pour le développement de la boîte, super retour d'expérience. Je pense qu'effectivement pour beaucoup de fondateurs, de directeurs techniques et surtout dans cette phase, alors que j'espère un maximum de gens vont connaître, mais tout le monde ne connaît pas un rachat dans les conditions dans lesquelles vous l'avez connu. Je pense que ça a beaucoup de valeur d'avoir ce témoignage-là, donc merci d'en parler. Et peut-être une dernière question, et après je te laisse tranquille. Avec toute l'expérience que tu as aujourd'hui, donc que tu as eu chez Preligion, c'est par justement toutes ces étapes, est-ce que tu penses qu'il y a des choses que vous auriez pu faire différemment ou des erreurs à pas faire qui auraient pu emmener la boîte 10 fois plus loin justement avant cette étape-là? Après on en a parlé un peu, j'avais écrit ma question comme ça, mais en fait par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce que ce chemin existe? Peut-être pas, ou en tout cas peut-être pas pour vous. Donc la question se pose peut-être pas. Et la question subsidiaire, c'est, même si on enlève Preligion des équations, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui tu conseillerais à des gens qui voudraient se lancer justement sur ce secteur de la défense pour être au moins aussi successful que vous, quoi. Ok, alors je vais répondre au premier bout de la question, après au deuxième. Est-ce que j'avais espéré quand j'ai commencé finir finir, c'est pas fini, mais la boîte continue, mais moi finir l'histoire de Preligion comme ça, même pas en rêve, donc c'est vraiment au-delà des espérances. Et je pense honnêtement qu'on aurait globalement au niveau du résultat difficilement faire beaucoup mieux, même si on avait mais franchement je pense qu'on a, moi je suis hyper content et fier de ce qu'on a fait. Il y a sûrement des trucs qu'auraient pu changer, voilà, et tout. C'est purement un exercice intellectuel, c'est de se dire... Par contre, il y a plein de trucs que je referais différemment, mais plus par rapport finalement au day-to-day, par rapport aux people, que par rapport au résultat final, tu vois, purement financier, la vente et tout.
par rapport à moi, ma relation par rapport avec des gens, au niveau peut-être santé mentale, par rapport aussi à des gens qu'on aurait... des gens que j'ai embauchés, ça n'a pas fité, alors que j'avais des trucs comme ça. Et il y a des trucs que je ferais, tu vois, des trucs tout bêtes, quand t'es... je sais pas si c'est un conseil que j'aurais donné, mais quand t'es 15, 10, 15 ou même 30, t'es très proche, tu vas tout boire des coups avec tout le monde, machin et tout. Tout le monde est super proche, mais le mec avec qui t'allais boire des coups quand on est 15, peut-être qu'à 250 ou à 300, ça fit plus pour certaines raisons. Peut-être qu'il a... Et sauf que ce gars-là, quand tu dois lui dire, en fait, non, le poste que tu veux, tu l'auras pas, ou voir des fois des trucs plus durs, quand t'étais boire des coups avec lui, tout ça, c'est plus dur pour tout le monde, pour lui et pour toi, tu vois. C'est plus dur pour tout le monde, donc je mettrais plus de distance, je pense, au début avec les gens. Ouais, voilà, c'est parce que ça, c'est effectivement le constat, mais le conseil à tirer est pas forcément évident, mettre de la distance. Mais c'est parce que j'ai plutôt tendance à être chaleureux et j'aime bien tout ça et tout, mais je pense que je mettrais plus de distance avec les gens, pour tout le monde. Tu vois, pour toi te préserver, pour eux se préserver, pour le fait que, en fait, mixer le boulot et le travail, c'est quand même pas ouf. Mixer le boulot et le plaisir, c'est quand même pas ouf. Parce que, en fait, et même si des fois, il y a des gens avec qui ça se passe super bien, y a, pour plein de raisons, des fois, en fait, toi, tu changes et en fait, ils trouvent que, en fait, ton management, ça va plus. Ils aimaient le projet au début, ils aiment plus. Toi, tu trouves qu'ils bossaient bien et puis finalement, ils trouvent que pour une raison que ce gars, qu'ils s'adaptent pas. Tu vois, il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Mais par contre, la peine ou la souffrance, elle est bilatérale, quoi. Ouais. Derrière, c'est jamais de gaieté de cœur d'un côté ou de l'autre, quoi, finalement. Ouais, et du coup, voilà, ça, c'est tout, par exemple, qu'on ferait. Il y a plein de projets, des choses qu'on peut moins raconter, mais peut-être des choses où on aurait peut-être pris un peu plus de recul. Donc, bien entendu, il y a plein de trucs qu'on aurait fait que peut-être le résultat serait atteint de manière plus facile à la fin. Ouais. Mais je pense que le résultat, franchement... ouais, en tout cas, moi je suis hyper content, donc voilà. Ah, mais tu peux. Et après, si les gens veulent lancer dans la défense, parce que je dis, c'est un, deux, trois qui m'ont connaît, qui me demandent, c'est souvent des trucs qu'on me demande. Faites gaffe, quoi, parce que c'est dur. Donc, je dirais pas aux gens de pas faire une boîte dans la défense. Je dirais pas jusque-là. Je conseillerais pas à des jeunes entrepreneurs d'aller dans la défense. C'est ta première boîte, t'es jeune, t'as pas bossé avant ou t'as peu bossé. Ça, typiquement, c'est un bon... Franchement, je conseillerais pas dans la défense. Je conseillerais à des gens qui ont déjà entrepris ou qui ont déjà une expérience dans la défense ou une expérience solide dans le business, dans l'industrie, dans la défense. Parce qu'il y a deux choses. Il y a apprendre à monter une boîte et apprendre à faire de la défense. C'est quand même deux sujets... Et donc, des gens qui savent à quoi ils se frottent, quoi. Et qui ont l'air insolides, qui ont des financements un peu solides, qui savent, qui peuvent attendre, qui peuvent... ça, ok, des gens qui sortent, de jeunes qui sortent, qui ont la trentaine, comme nous, on a fait. Ouais, exactement ce que vous avez fait finalement. Mais vous saviez pas, donc c'était ok. Ouais, on savait pas, donc c'était ok. Mais je conseillerais pas obligatoirement. Parce que c'est très rude et très difficile. Après, comme j'ai pas entrepris dans autre chose, c'est très rude et très difficile partout, et donc en fait, peut-être je me fais un film. Mais voilà, et par contre, s'il y a des gens qui sont passionnés par ça, je dirais quand même d'essayer et puis d'essayer de trouver quelque chose, parce que c'est quand même, l'impact que tu peux avoir est quand même cool, quoi. Mais y aller avec en sachant, et puis je pense que ça c'est général quand t'entreprends, quand t'entreprends, je pense qu'il faut être prêt à y mettre un peu le temps, quoi, et l'énergie. Faut y mettre un peu prêt, faut accepter que c'est injuste, quoi. Moi, que en fait, des fois, ça marche pas et que t'as fait tout ce que t'as bossé comme un ouf, t'as mérité, t'as fait tout ça, mais en fait, ça marche pas. Parce que, je sais pas, hein, tu vois, tu montes une boîte dans la défense et puis demain, il y a des élections législatives, je sais pas qui est élu et décide de couper. Aujourd'hui, c'est pas la philo, mais bon, supposons, domaines, tu vois, mais encore plus quand tu as un domaine qui dépend comme ça directement beaucoup, de la politique, ouais. tu vois, de la politique, et le gouvernement élu décide de couper de 30% le budget de la défense, toi en tant que start-up, tu peux être celui qui saute, et alors que ton projet est génial,
tout ça, mais en fait t'es celui qui saute parce que en face t'as Thalès qui a le numéro du ministre, t'as Safran qui a le numéro du ministre, et voilà. Et donc en fait toi tu vas sauter, et c'est injuste mais c'est la vie, quoi, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'objectivement vous avez vachement bien réussi, et en du reste bol peu aussi. de temps par rapport à mais c'est là où vous pouvez encore plus être fier de comment ça s'est passé, quoi. C'était long, mais ça aurait pu être 3 fois plus long ou ne jamais même se passer comme ça. Faire faillite après on a eu, je salue beaucoup Arnaud et François qui ont eu énormément de résilience, et Jean-Yves et Grégoire d'ailleurs aussi, qui nous a aidé vachement là-dessus, d'aller vraiment de pas parce que le coup de fil, on te coupe ton budget de 30%, on l'a eu et on n'a jamais accepté. Ils ont toujours été chercher pour qu'en fait la boîte puisse continuer, mais des fois c'est hors de ton contrôle, quoi. Il y a des fois où tu peux vraiment tu peux rien y faire, comme ça. Et donc aussi des fois il faut savoir se dire j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais voilà. Mais en tout cas, c'est quand même, pour finir sur une note plus positive, du coup, c'est quand même un super milieu avec des gens. Moi, j'ai rencontré des gens super dans le milieu de la défense, en particulier dans des gens opérationnels, en particulier quand. Enfin, j'ai eu la chance d'aller sur le porte-avions, c'est dément de voir les gens, et je trouve que on se fait beaucoup de films et de caricatures de la défense, et même moi, j'en avais, même en allant là-dedans, j'en avais envie d'y aller. Et quand tu y vas, franchement, tu vois tout un autre monde, quoi. Et si je conseillerais aux gens d'essayer de... tu vois, s'il y a des jeunes, c'est quoi une journée de préparation que tu peux faire t'as eu la journée d'appel qui était obligatoire. Maintenant, je sais plus trop... Franchement, je trouve ça... Moi, je trouve ça relativement... je trouve ça intéressant de le faire parce que t'apprends plein de trucs, quoi. Et c'est un monde qu'on connaît pas beaucoup dans le civil, et c'est un monde qui a ses qualités et ses défauts comme tous les autres, mais qui a un monde qui est vraiment hyper intéressant, et avec un côté moi que je trouve hyper intéressant, et où les boîtes, en tant que boîte, on devrait beaucoup on a essayé de s'inspirer, mais c'est un peu difficile, qui est un côté très paradoxalement qui peut être très responsabilisant. Tu as l'impression que c'est une grosse machine administrative. Oui, il y a des fois l'armée, c'est une espèce de... Mais aussi, il y a un côté très responsabilisant dans le sens où, en fait, comme les rôles sont hyper définis, quand c'est ton rôle, tu vois. Et en fait, tu peux pas remettre la faute sur quelqu'un. Et en fait, si c'est ton rôle, en particulier dans les opérations, quand on est sur le porte-avions, c'était ça, mais c'est un peu dans le monde opérationnel, c'est le mec dont le rôle, c'est de faire, je sais pas, de conduire le char, ou de faire, ou d'accrocher les avions, en fait, c'est son rôle, il y a personne qui vérifie derrière, tu vois. Ouais. Et ça, c'est quand même, dans l'entreprise, c'est l'impression que tout le monde vérifie, surtout dans l'administration. Là, en fait, ton truc, c'est ton rôle, tu le fais. Et il y a aussi un côté quand même où il y a un vrai côté méritocratie républicaine, où vraiment, si tu veux y mettre, t'y mettre, l'armée, ça peut t'accompagner. Et alors aujourd'hui, quand même, tu rentres rarement militaire du rang pour finir général, parce que il y a quand même des formes. Mais en fait, tu peux rentrer militaire du rang quasiment sans diplôme et vraiment finir officier supérieur, etc. Et avec des formations, devenir, par exemple, tu peux commencer, je sais pas, armurier, après devenir faire une formation de cuisinier. Après, enfin, tu vois, il y a plein de spécialités comme ça, plein de métiers que tu peux faire où on t'accompagne. Où je trouve que c'est moins vrai aujourd'hui dans le privé, quoi. C'est-à-dire que des endroits comme ça où tu peux faire, je sais pas, 30 métiers ou peut-être pas 30, mais 20, dans ta 10, carrière, 15, 20 métiers dans la même organisation dans ta carrière, en étant accompagné, formé et tout. Franchement, il n'y a pas des mal. Et souvent, analyse d'image. Et des fois, en rentrant sans diplôme, quoi. Nous, on a quand tu dis comme ça, on a un comme ça, il est rentré. C'était un ancien Grégory, un ancien du porte-avions Clémenceau, etc. Et il est rentré après le bac, quasiment sans diplôme, et il a fait armurier, après il a fait analyste image, après il a fait officier renseignement, il a fini lieutenant-colonel, je crois, ou colonel. Enfin, alors c'est les grades de la marine, donc je vais dire des bêtises, je sais plus exactement. Mais comme quoi, un truc assez haut. Mais tu vois, il a fait, je sais plus combien, il a fait peut-être pas loin de 10 métiers différents. Et ça, pour arriver à un truc assez gradé, quoi. Et il y a que des métiers passionnants, que des métiers, que des trucs où il a appris énormément de choses. Et c'est super, quoi. Ouais. Mais parce que t'as des gens super passionnés en fait derrière aussi, quoi. C'est un peu ça le. Ouais, et parce que t'as une institution, t'as quand même un cadre et tout qui te monte avec des formations, avec des capacités à faire des trucs. Donc voilà, c'est un truc que je garderai. Ok, donc on recommande aux gens d'y aller finalement, au moins pour voir, mais par contre, en tout cas pour ceux qui veulent entreprendre dans ce domaine-là, il faut s'équiper un peu avant. Ouais, c'est pas un sport de masse comme ils disent. Écoute, merci beaucoup en tout cas, Renaud, et puis je pense qu'on peut finir là-dessus. Merci beaucoup. Encore. Merci.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, aidez-nous en mettant 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast ou en mettant un petit commentaire. Et pour YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous dis à la prochaine dans Pixel Perfect.